Moi, c'est Aurélie. Et moi, c'est Claire. Ouais, bah c'est du tout nouveau. On va vous faire une spéciale vidéo. On est sorti comme les Daft Punk de notre anonymat. Enfin, toi, ça fait un moment que tu es sorti de ton anonymat. Oui, en fait. ça fait un moment que YouTube subit ma tronche assez régulièrement sur mon autre chaîne, mais toi, c'est une première. Ouais, vous la reconnaissez, et moi, bah non. Donc, voilà. Ça, maintenant, t'es fiché. Hein. C'est terminé. La CIA aux trousses. Je suis fichée Star Wars. Exactement. C'est dans ton dossier maintenant. Il y a du dossier. C'est ça. Je peux plus me cacher. Non. Bon. Et ben on espérait pouvoir vous parler de la bande-annonce, mais non, ça va pas se faire. Et non, il va falloir attendre encore jusqu'au 21 octobre. Donc il va pas vous contenter de nos tronches. Désolée. Ah, c'est à moi d'allure qu'un truc Lucasfilm, on s'en doute bien. Oh, bon, on n'est pas venus toutes seules. Voilà. On a essayé. Ils sont derrière. Ils sont avec nous par l'esprit, hein, de toute façon. Kylo et Rey sont toujours près de nous. Ah bah Kylo ne nous quitte jamais. Hein. Les Porgs non plus d'ailleurs. Les porcs sont jamais bien loin. Et on se dit, bah, on va vous parler un petit peu de nous et de notre démarche et pourquoi on a commencé la chaîne et pour vous remercier aussi de nous avoir suivis jusqu'à présent et en espérant que ça vous incite pas à aller voir ailleurs. C'est-à-dire, on va pas vous le faire souvent parce qu'on n'habite pas du tout au même endroit. Hein, donc, rassurez-vous, si aujourd'hui, dans notre tronche, c'est pas les prochaines, ce sera que la voix. Again. Et puis pour nous, en plus, on fait beaucoup de choses. Hein. On va fêter nos 500 premières vues. Ouais, merci beaucoup. On espère toucher les 100 abonnés d'ici la fin du mois. Ah, ce serait chouette. Ouais. Et puis on célèbre le fait qu'on est pour la première fois dans la même pièce. Parce que on s'était rencontrés que sur Skype en fait, hein, jusqu'à présent. Donc voilà. On vous fait partager cette rencontre. Ce grand moment d'émotion. Voilà, exactement. Sortez les mouchoirs, séquence frisson. Et voilà, donc encore une fois, merci de l'accueil que vous nous avez réservé sur cette plateforme. Merci d'interagir avec nous. On espère que vous serez de plus en plus nombreux et que le contenu continuera à vous plaire et que vous serez encore avec nous après la sortie de l'épisode 9 parce qu'on va pas s'arrêter. On va pas vous lâcher, nous. Hein, donc, on aura de toute façon plein de choses à dire. On n'aura pas épuisé le sujet tout de suite. Hein. Donc voilà. Enfin, nous subir encore quelques temps si vous êtes partant. Et du coup, on va vous parler de notre expérience en tant que fan de Star Wars, en tant que fille fan de Star Wars, en tant que fan de la postlogie. C'est pas la même chose, a priori, un fan de Star Wars, fan de la postlogie. Bah pour certains, non, parce que la postlogie, ça devrait pas faire partie de Star Wars. Un peu, pour certains, ça fait débat, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là. Non, mais on n'est pas des vrais fans de Star Wars. On est des filles déjà. Non, voilà, déjà non. On est des adolescentes qui adorent Twilight. C'est vrai, on est deux ados chaudasses. On adore Twilight, on adore... comment il s'appelle ce con, le vampire qui... Edouard. Ah pardon, Edouard. Moi j'étais dans la team... loup-garou. Non, alors on n'a rien à faire ensemble. Moi je suis toujours dans la team vampire. Ah non, moi toujours dans la team loup-garou. Edouard Kellen forever. Ah non, comment il s'appelle le loup? Eh ben, team Jacob. Team Jacob, voilà. Voilà. La cible. Au moins sur la postlogie, on joue dans la même équipe. Oui, c'est vrai. On est toutes les deux dans la team Kylo. C'est bon, ça va, on s'en sort bien. Bon, alors depuis combien de temps est-ce qu'on est fan de Star Wars? Pas depuis hier, hein, parce qu'on n'est pas jeunes. Donc, on a fait la queue toutes les deux, pas ensemble, pour aller voir le retour du Jedi. Ça le fait quand même. Ça le fait. Donc en 1983, hein? Oui. Donc bon, on assume à un moment donné. Hein, et moi, je garde pas des souvenirs de la queue, mais je garde des souvenirs du film. Quelques souvenirs qui m'ont marqué. Dark Vador, Jabba qui faisait bien flipper les Ewoks. Jabba était trop dégueulasse. C'était un gros dégueulasse. Avec sa grenouille là qui l'écrasait. Et la bouche dans le sable là, ils ont fini par mettre. Ouais, ils ont mis un bec après. Pourquoi ils ont fait ça? C'était beaucoup mieux quand il y avait juste les langues et les picots et les tentacules. C'est suffisamment de cochonneries comme ça à l'écran. On a pas rajouter le bec. Hein. Ça avait plus d'impact sans. D'ailleurs, en règle générale, je trouve que ça a plus d'impact sans les rajouts de George Lucas a posteriori. Je referme la parenthèse. C'est bon. Ouais, donc... Georges, si tu nous regardes...
Non, tes rajouts sur la trilogie d'origine, c'était vraiment pas nécessaire. Non. Voilà. Ça suffisait lui-même. Non. Fallait que t'enchaînes direct sur la prélogie et on peut en reparler. Donc, du coup, fan de la première heure ou presque, c'est-à-dire notre première heure à nous. Qui n'est pas la première heure de la trilogie d'origine, mais dès qu'on a pu, on est devenu fan. C'est ton premier souvenir de Star Wars, c'est le Retour du Jedi? Oui, parce que c'est vraiment celui que j'ai vu au cinéma avec mon père, et j'ai découvert les autres des années après. Bon, c'est toujours dans les années 80, mais ils les avaient diffusés à la télé. On les avait enregistrés donc sur les VHS à l'époque. Et puis, je crois que c'est en 89, Noël 89, on a eu le premier coffret de la Fox, le coffret carton avec les 3 VHS. Et là, après, je les ai regardés au moins 150 fois chacun. L'Empire contre-attaque au moins 200 fois. Beaucoup plus que les autres. On a rembobiné de la cassette. Oh, punaise, c'est toi. Elles étaient au bout de leur vie. Quand j'ai fini par les jeter, c'était vraiment... J'aurais dû les garder parce que c'est un objet de collection, mais c'était illisible. Elles étaient défoncées. Elles ont été ultra amorties. Papa Noël devait être content. Et t'avais des jouets, toi? Oui. Alors, dès 83, mon père m'a acheté des Jedi. Donc, le premier que j'ai eu, c'était la princesse Leia déguisée en Bounty Hunter, en chasseur de primes. Exactement. C'est la première figurine de Jedi que mon père m'a offerte. Alors, techniquement, t'as pas un Jedi alors? Non, oui, enfin, c'est vrai que c'était le retour des Jedi en fait. C'était vraiment le packaging, c'est ça. Donc, ces petites poupées en plastique, on les appelait les Jedi, même si il y avait que Luke, techniquement, qui était le Jedi. Avait signé les fantômes de Yoda et d'Obi-Wan. Mais c'est le premier jouet que j'ai eu, c'était la princesse Leia en chasseur de primes. Et toi? Alors, moi, mon premier souvenir de Star Wars, c'est l'Empire contre-attaque. Dans le salon de mes parents, on nous avait passé la cassette et on avait eu le droit de manger devant la télé. Donc, je me souviens de manger des spaghettis en regardant. C'était tellement grand. Ouais, j'étais contente. Je regardais la télé et je mangeais devant la télé. C'était super. Donc, c'est mon premier grand souvenir, c'est ça. Même si je grandis avec parce que mon frère était fan. Et les jouets, on les a achetés un peu plus tard. Moi, je sais que je me suis acheté Dark Vador avec mes sous. J'avais acheté Leia en poncho. Leia en poncho sur le Retour du Jedi. On avait C3PO et tout. Mon frère avait fabriqué le quadripode là. Il avait fabriqué ça lui-même en carton. Donc on bricolait. J'avais pas de frère, moi, je suis fille unique. C'est con, j'aurais eu plus de robots, plus de trucs. C'est ça, moi j'avais un frère de 8 ans, donc on mutualisait, de 8 ans plus âgé que moi, je veux dire. Donc on mutualisait les jouets et il collectionnait tous les coupures de presse. Alors c'était en noir et blanc dans un vieux glace. Mais des spectacles, des journaux télé. C'est ça. Et puis je me souviens juste d'être super frustrée à la fin parce que j'avais envie de passer encore beaucoup de temps moi dans la galaxie très très lointaine et j'espérais qu'il y aurait la suite. Et on nous faisait miroiter la suite et elle a été très longue à venir. Alors j'avais acheté les romans parce que Anne et Leia, le mariage, les enfants. Le mariage de la princesse Leia. C'est pas le meilleur roman de l'univers étendu. Bah non, mais j'attendais trop ça. Et puis j'étais curieuse aussi de savoir. D'avoir plus d'informations sur la mère de Luke et Leia et Dark Vador il a été amoureux et tout. C'est ça en fait, tu vois dans l'épisode 5. Alors du coup c'est vrai que moi j'ai vu l'épisode 6, à la fin tu te rends compte que c'est un être humain. Mais quand tu revois l'épisode 4, l'épisode 5, au début tu dis mec c'est un robot, comment il a pu avoir des enfants en fait. C'était super bizarre parce qu'il était sous le masque. Et t'imagines pas une seconde que ce mec il ait pu être amoureux, avoir des enfants, si tu veux, c'est un peu... Il y a des gens qui ont du mal à imaginer que leurs parents aient une vie sexuelle et eu des enfants. Et moi j'avais du mal à imaginer que Dark Vador ait pu tomber amoureux et avoir des enfants. La vie sexuelle de Vador. Non, ça va nous amener directement à la prélogie. On n'a pas encore fini avec la trilogie d'origine. Mon Dieu, bref. Passons. Et en fait, C'était qui ton personnage préféré alors dans la trilogie c'était Dark Vador. Ouais. C'était Dark Vador, ouais. Parce que j'ai un faible pour les méchants, à l'évidence, mais les méchants bien écrits, faut quand même le préciser. Même si c'est vrai que Vador, en y repensant, dans l'épisode 4, bon c'est le dragon, c'est juste là pour faire flipper, en fait c'est le méchant. Il n'est pas très creusé, on nous donne juste les indices par la posture, il est grand, etc. Puis son attitude que c'est lui qu'il faut craindre parce que c'est le méchant, mais il n'y a rien derrière. À partir du moment où il y a des enjeux personnels dans l'épisode 5,
Et bon, moi, du coup, quand j'ai découvert avec l'épisode 6, c'est vrai que du coup, c'était... Là, tu sais déjà que c'est le père de Luke, donc il devient beaucoup plus complexe. Et il a une rédemption à la fin, même s'il est en mode flash éclair. Et moi, ça m'avait vachement touchée, en fait. Que le méchant se rachète et qu'il soit plus compliqué que... Je trouvais déjà, lui, plus intéressant que les gentils, que je trouvais assez lisse. J'aimais la princesse Leia parce que l'identification, c'était la seule fille qu'on avait sous la main. Voilà. Il y a les mots de Mothma, quand même. Je m'identifie. Elle avait les cheveux courts, donc dans ma tête de gamine de 5 ans, puis elle est très grande, puis on la voit pas longtemps. Je me suis pas du tout... je l'avais oubliée, je l'avais zappée, elle, complètement. Tu le vois pas longtemps non plus, en fait. Bah, pas tant que ça, non. Non. Pas tant que ça dans Dans l'épisode le premier 6. épisode, il est 12 minutes à l'écran. Mais il a un tel impact, il nous a tous tellement marqués dans la pop culture déjà à l'époque. Il était déjà très présent quand le 6 est sorti. Et puis dans toutes les années 80, ils n'ont pas arrêté de rééditer les jouets, les trousses, les cartables. Ouais, puis il y avait des parodies, tout ça, on voyait partout. Ouais, voilà, on voyait partout. Donc c'est devenu un élément pop culture quand nous on était vraiment gamine. Et ça allait rester quoi. Donc ouais, je dirais Dark Vador. Et du coup, toi, c'est qui? Han Solo. Bah ouais, moi j'aime bien la famille. Je sais, bah je pense que ça devait être Han Solo, ouais, probablement. J'adorais Leia, je voulais être coiffée comme Leia. Bon, j'y suis jamais arrivée, mais bon, comme ça. Tu compenses, t'avais pas en raisin sur le t-shirt. Ouais, bah la technique pain en raisin avec un serre-tête, ça me conviendrait mieux. Ouais. Mais pour l'hiver, là, ça, ouais. Ouais, j'ai jamais eu ça non plus. Ils ont pas sorti la version pain au raisin d'ailleurs, je comprends pas. Parce que j'ai cherché sur internet d'acheter des cache-oreilles avec des pains au raisin. Non, mais par contre, les cache-oreilles comme ça, moi je pense que c'était Han Solo. Moi j'adorais Han Solo. Bah, c'est intéressant parce que du coup, moi, c'est le méchant que je préférais. Toi, c'était le personnage qui était quand même un peu ambigu. Oui. C'était finalement pas Luke. Bah non, tout le monde, les garçons, voulait être Luke. Je comprenais pas. Je comprenais pas l'intérêt du personnage. Lui, il est mieux. Lui, il est mieux, nous intéressant. Parce que je vous rappelle qu'à une époque, les gens pensaient que Luke et Leia, ils allaient finir ensemble. Parce que, voilà, moi, ça a été le choc quand, dans le Retour du Jedi, c'était la sœur. Enfin, c'était pas prévu. Et puis même déjà... pour le coup, moi j'ai découvert en direct que c'était Vador, c'était le père, personne s'y attendait. Ah ouais, c'est vrai que plein de gens le savent maintenant avant même de regarder. Ouais, c'est ça, plein de gens sont spoilés. Mais pendant l'Empire contre-attaque, les gens ils croyaient encore que Luke et Leia ils allaient finir ensemble, surtout qu'en plus au début ils s'embrassent. Et pourtant sur l'affiche ils sont en mode autant n'importe le nom. Non, oui, tout à fait, mais moi je le savais qu'elle allait finir à Han Solo. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant. On aurait choisi Anne aussi, je veux dire. Choisis le bad boy light, pas si bad boy que ça d'ailleurs. Choisis Solo. Moi c'est. Moi j'ai jamais dévié de ma ligne de conduite. Oui, j'ai toujours choisi Solo. Voilà. Moi j'ai jamais eu à choisir parce qu'en fait dans l'épisode 6 on est mis devant le fait accompli. Elle va le sauver, elle l'embrasse dès le début du film quand elle le décongèle là. Et du mot de cœur, je vais pas. Me laisser décongeler 24 heures au frigo. C'est ça. Et donc du coup, qu'elle soit pas avec lui, moi je m'en foutais en fait. Et que Luke devienne le frère, moi il n'y avait pas d'enjeu, je découvrais tout. Quand je suis allée au cinéma avec mon père, j'ai tout découvert à ce moment-là. Donc du coup je m'en foutais complètement. Et c'est vrai qu'en les revoyant après, je savais déjà que Dark Vador c'était le père de Luke. Et que, voilà, par contre, il y a plein de trucs que je comprenais pas. C'est vrai que en tant qu'enfant, moi, il y avait plein de choses qui me faisaient super peur, surtout. Ah ouais, attends. Les Jawa, moi, ils me chiaient les boules. Avec leurs équilibrés. Je comprenais pas. R2D2, je savais pas, mais qu'est-ce qu'il a? Il pleurait, il avait peur, mais je comprenais pas comment un robot il pouvait pleurer. C'était très perturbant pour moi. C'est vraiment Jabba, la grosse fille. Ouais, mais Jabba, il était marrant à la limite. Il était dégoûtant, mais il faisait pas peur. À la limite, le majordome me faisait peur parce qu'il avait une tête de trucs. Trop peur avec ses grilles. Qu'est-ce qui me faisait peur d'autre? L'empereur, il me faisait peur. Alors, l'empereur, c'est très bizarre. Je n'avais aucun souvenir de l'empereur. Moi, c'était Dark Vador et Jabba. Et le trou dans le sable qui m'avait fait faire des cauchemars, machin. Relever la tête. Le Rasta, j'ai envie de te dire, c'est le sarlac qu'on a sorti de son bac à sable, en fait, quelque part. C'est la bouche dévorante avec les tentacules. Oui, non, mais là, t'as des problèmes avec les femmes dans Star Wars. Ça nous surprend pas vraiment, en fait. Ça rejoint un peu notre expérience et celle d'autres nanas avec qui on a eu l'occasion d'échanger. On va sûrement y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Donc moi c'est surtout ces trucs là que j'ai retenus et les Ewoks pour mon plus grand malheur parce que mon père s'était persuadé que j'avais kiffé les Ewoks et m'a emmené voir les 2 films qu'ils ont sortis sur les Ewoks.
au cinéma, qui m'ont presque autant traumatisé que l'épisode 6, surtout celui où tu as une araignée géante à un moment donné là. Pas vu. Ça a pas montré des saloperies comme ça aux enfants. Je suis pas allée les voir parce que je n'aimais déjà pas les Ewoks et je voulais pas aller les voir. Et puis j'ai vu qu'il y avait pas Anne, il n'y avait pas Léa, bah ça m'intéressait pas. Chewbacca. Non, alors il n'y avait pas moyen. Je n'ai pas voulu, je les ai jamais regardés. Ah ouais, non, t'as jamais réussi à zapper complet. Complet. Peut-être un jour, je sais même pas si j'ai envie d'aller faire un trip du côté des Ewoks parce que non. Ça passe beaucoup moins à l'âge adulte. Hein. Je me l'ai surmaté à l'âge adulte. Je me suis dit, ça passait quand j'avais 8 ans. 38, ça passait beaucoup moins déjà. C'était. Si t'as regardé un truc comme ça, je préfère regarder les bisounours. Ouais, ça a mieux vieilli. Bizarrement, le dessin animé a mieux vieilli. Ouais, donc c'était. Et alors, il y a le personnage préféré, mais quelle est ta scène préférée? Choisir une scène sur une trilogie, c'est chaud quand même. Ouais, une par film, déjà, c'est chaud. Une par film, c'est chaud. Bon. Ouais. On peut essayer une par film. Une par film. Ouais. Alors, ta scène préférée dans le Nouvel Espoir. Enfin, moi, j'avais c'est la guerre des étoiles. Point. Oui, c'est pas la Nouvel Espoir. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal à dire épisode 4 ou. J'ai moins de mal depuis qu'ils ont sorti la postlogie, mais avec la prélogie, c'était. Bon, alors, je pense que ma scène préférée, ça reste peut-être le message de Leia avec au secours Obi-Wan Kenobi complètement sur les Je me demande si c'est pas sympa cette scène. Je pense que c'est la seule chose qui me vient. C'est la première chose qui me vient en tête du film. Moi, c'est à partir du moment où il sauve Leia et il se retrouve dans. Donc, il se bouffe le nez tout de suite avec Anne. Oui, et il faut bien que quelqu'un vous sauve les miches. Et là, tout le monde dans la poubelle avec Leia qui sort, machin. Cette scène, et le truc compresseur, moi, ça m'avait fait flipper. Et un peu plus. Dans un film qui est sorti un peu plus tard, dans Krull, je crois, à un moment donné, quand ils envahissent la forteresse, t'as le géant qui se fait écraser, le cyclope qui se fait écraser par un truc qui l'écrase. Pour moi, c'était mort, ça me fait flipper dans tous les films. Même dans le premier Terminator, quand il finit sous la pièce hydraulique, je suis comme ça pour le Terminator, parce que je les revois dans le trash compactor de l'Étoile Noire, avec cette espèce d'œil. Ouais, c'est ça, c'est... Donc, mais ça reste quand même ma scène préférée parce que c'est le moment où Leia et Anne sont mis en présence et j'aime tellement leur dynamique dès le début. Ça changeait tellement des héroïnes que je connaissais moi dans les dessins animés. Ça me changeait de Princesse Sarah qui me tapait sur le système. Tout le monde s'est... Mademoiselle Mangin. Tout le monde s'essuyait les pieds sur la gueule de cette pauvre fille. Et j'avais envie de lui dire, mais rends les coups, abruti, te laisse pas faire. Et de voir Leia qui est en mode, tous les mecs qui font 2 fois sa taille, elle les mettait à la niche et tout. Non mais... Ça me plaisait trop. Elle était révolutionnaire, cette héroïne. Pour l'époque, c'était vraiment... Donc ouais, je dirais cette scène-là. Bon. Deuxième film, l'Empire contre-attaque. Ah ouais, alors là, l'Empire contre... En choisir qu'une, l'Empire contre-attaque. Bon, bah moi, la scène du bisou. non, quand ils sont dans le Faucon Millenium. Bah oui, quand il a été interrompu par cette 3PO. Ah non, cette scène-là. Non, la scène de la déclaration. Moi, je dirais... Je les vois, rien. C'est bien celui-là, cette scène-là, avec. Ouais, il vous faut mais ouais, je suis un mec gentil. Moi, j'hésite entre quand il se sauve de la base de Hoth et il la traîne dans les couloirs. Bon, je t'amène mon vaisseau, on va jamais décoller. Et Vador arrive avec la musique, la marche impériale en plus, qui a été inventée pour ce film. Et puis, j'hésite entre ça ou Je suis ton père. Alors, non, pas cette partie du duel. Quand Luke arrive dans la salle de congélation et que Vador l'attend en haut des marches, il se retourne et il fait « Jeune Skywalker, tu n'es pas encore un Jedi. Tu as cette lumière magnifique, une espèce de brume, les oranges, les bleus. » Moi, ça m'avait vachement marqué. Il monte les marches, là, ils sont en silhouette noire tous les deux. Exactement. Et les sabres s'allument. Enfin, je trouve que c'est une image qui m'a vachement marqué. Donc, soit quand il sauve de Hoth, soit quand Luke retrouve Vador. Un des deux. Mais c'est en élagant, parce que l'épisode 5... On n'a jamais choisi Luke Skywalker en slip, bizarrement. Non, cette scène-là, bizarrement, c'est pas... Et c'est un moment qui n'est pas du tout sexualisé. Il est en couche confiante. Oui, c'est ça, il est en pampers. Pour Mark Hamill, la seule fois où il est... ouais. En même temps, c'était pour expliquer ses blessures suite à son accident de voiture. Oui, mais ils auraient pu quand même... quand il rencontre Yoda aussi, Dagobah, c'est une scène qui est vachement... Non, on va s'arrêter là, sinon on va vous citer tout le film, en fait. Tout l'Empire contre-attaque. La trilogie originale, mon préféré, comme pour être super original, c'est l'Empire contre-attaque. Clairement, non, mais là, il n'y a rien de nouveau. Il est nettement supérieur aux deux autres. Après, j'ai un fait pour le 6 parce que c'est le premier que j'ai vu au cinéma, mais objectivement, c'est pareil, Empire contre-attaque.
Bah, le 6, il était vraiment bizarre quand même. Il était, je sais pas, pour le coup, je trouve, il est vraiment grotesque. Le retour du Jedi. Ouais, ils sont allés dans le grotesque, ouais. Je sais pas si ça aurait été pire sans que George Lucas se mette un peu du monde à dos dans la prod et reprenne un peu le script. Parce qu'au départ, par exemple, Vador devait pas se racheter, devait pas avoir de rédemption. Je trouve que ça aurait été dommage. Avec le recul, je me dis ça aurait été dommage parce que c'est quand même une des lignes directrices de la saga encore aujourd'hui. Bon, on a déjà été amené à en discuter sur cette chaîne et ça reviendra bien sûr. Mais ouais. Mais du coup, dans l'épisode 6, ta scène préférée, ce serait quoi alors? Eh ben, je pense que c'est la scène dans la salle du trône avec l'empereur. Là, pour le coup, je vais pas aller dans le romantique. Je crois que c'est cette scène-là. Quand il regarde sa main, Et qui comprend, après avoir coupé la main de son père, là, et que il y a plein de choses qui se passent. Et ouais, parce que tout le reste autour, là, avec la bataille dans Amiral Akbar, et Lando et on s'en fout, les vaisseaux, on s'en fout complètement. On est investi dans l'intime. Voilà, c'est ça qui nous parle. Et c'est pas les batailles spatiales. Super investi sur Andorre non plus à ce moment-là. Bah non, parce que bizarrement, j'étais pas inquiète pour Anne et Leia. La destinée de Luke est beaucoup plus incertaine à ce moment-là, je trouve. Puis Leia, dans ce film, elle joue un peu les seconds couteaux quand même. Elle est presque cruche. Hein. Elle suit tout le monde. Le troisième film pour les nanas, on en reparlera peut-être avec Padmé, mais c'est le troisième film des trilogies. J'espère que pour elle, c'est le moment qu'elle finit pieds nus enceinte dans la cuisine. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu. Elles perdent un peu leurs objectifs. Qu'est-ce que tu fous dans mon Star Wars, toi? C'est ça. Et retourne à la cuisine, Brigitte. Bon, alors là, Ray, tu es notre seule. Ah ouais, relève le niveau, lâche rien, hein, surtout de tes ambitions et de tes projets et de ta destinée, parce que oui, Leia, c'est là qu'elle est peut-être le moins. Pourtant, elle a des scènes où elle est toute seule. Moi, j'aime bien le fait qu'à un moment donné, elle est toute seule avec l'Ewok. T'as un côté assez choupi. Distribution de granola. T'es mignon, toi. Allez, un petit granola. Et en tout cas, ils lui ont collé un chien. Ah, sérieux. Ouais, l'épisode 6, ma scène préférée, je crois, c'est quand Luke enlève le masque de Dark Vador. Je crois que c'est la mort de Dark Vador. Ah non, mais ça aussi, ça m'a foutu les boules. Moi, j'ai pas compris. Je voyais pas à quoi ressembler en dessous. J'aimais pas non plus. Au début, ça m'a fait flipper parce que il enlève le casque, tu vois l'arrière du crâne de Dark Vador, t'as l'impression que c'est un cerveau qui se balade dans le vide. C'est super louche. Et je l'ai retrouvé ça, du coup, en voyant l'épisode 5. À un moment donné, t'as un des Lufia, un des officiers là qui va voir Vador. Et il a pas complètement refermé son cristal. Ah là là. Et il met le masque. Tu comprends pas. Et tu sais pas si c'est un enfant, tu comprends pas si c'est un crâne, si c'est. Ouais. On aurait dit les cervelles qui nous faisaient bouffer à la cantine, tu sais, une cervelle d'agneau. Tu penses à un œuf à la coque, t'as ouvert le dessus, et tu te dis à quel moment ils vont mettre la mouillette. C'est ça. Ah non, c'est horrible. Non. Dérangeant avec notre regard d'enfant qui prend des raccourcis et tout. Oui, parce que c'est vrai que forcément là on livre les impressions de ce qu'on avait quand on était quand on était gamine. Maintenant on voit le film, évidemment, on a compris, c'est un mec qui est chauve et qui a des cicatrices. Mais gamine, moi je me disais, il a ouvert tout la boîte et puis c'est un cerveau à l'intérieur, quoi, comme ça à la cantine. Donc c'était pas. Et pourtant, cette scène, moi, ça m'a marqué parce que le méchant mourait. Bon, donc, comme j'ai flashé sur Vador, c'est pas déconnant. Hein. Et ouais, je dirais que c'est celle-ci. Ou alors toute la séquence chez Jabba, de ce qui m'a le plus marqué, mais scène préférée, peut-être pas. Et les Ewoks, non, définitivement pas. Moi, j'en veux aux Ewoks. À partir du moment où ils ont coq-bloqué le bisou entre Anne et Leia. T'as un Ewok là, qui passe son temps à se frotter sur la jambe de Anne et puis. Oui, c'est ça, c'est bizarre, c'est la Bon, tu dis oui une fois, il te passe la bague au doigt, l'Ewok. C'est quelque chose. Ouais, non, ou alors, l'explication maintenant, c'est qu'ils essayent d'empêcher la conception de Ben Solo. C'est peut-être ça, il y a un même. Alors, raison plus de détester l'Ewok. Oui, raison plus de détester l'Ewok. Moi, c'est fait fichu. À mon avis, s'il y a quelque chose qui tombe pas rond chez Ben Solo, c'est à cause de la conception sur Andorre. Ouais, c'est Andorre. Ça doit y avoir une bactérie. C'est passé un truc, ouais. Il y a un truc. Andorre n'est pas un environnement très sain. C'est pas très sain. Faut pas élever vos enfants sur Endor. Non. Ok. Bon. Je pense que le message est passé. Ouais. Ils n'encouragent pas à aller faire un petit tour dans les bois. Alors, du coup. Bon, alors ça, c'était avant. C'était avant. Et après, on a attendu. On a rongé nos freins. Alors, toi, je crois que tu étais bien investie dans l'univers attendu. J'ai lu pas mal de romans, mais bizarrement. Quand la trilogie est sortie. C'est-à-dire que j'avais lu les romans de
c'était Fleuve Noir à l'époque, je crois qu'ils les avaient édités de la trilogie d'origine, les romans de George Lucas. Et puis après, c'était un peu le vide sidéral, sans mauvais jeu de mots. Je me repassais les VHS en boucle, en fait, hein, et je jouais avec mes Jedi, mes figurines. Et puis après, il y a eu la prélogie. Alors déjà, il y a eu l'édition spéciale Star Wars, je suis pas allée les regarder au cinéma, je me suis dit, c'est peut-être l'épisode 4, les incrustations dégueulasses, la scène avec Jabba sur Moses Lee, non, juste genre, c'est pas possible. Vidéo qui tire le premier. Oui, alors ça, non, qu'on soit clair, Anne a tiré le premier, ça suffit maintenant, c'est bon, quoi. Voilà, il a bien fait, hein, rien à foutre. Et donc, après, c'est la prélogie. Et là, on aurait dit qu'on aurait préféré la traversée du désert. Ça a été. J'aurais fait mieux dans le désert, hein. C'est ça, c'est un truc qu'on attendait depuis super longtemps. Moi alors. T'attendais pas d'avoir J'attendais pas de connaître le passé d'Anakin. Moi, j'étais très satisfaite de ce qu'on savait avec 4, 5, 6, enfin ce qui est devenu 4, 5, 6. J'avais pas spécialement envie d'en savoir plus. Je sais que j'avais attendu. Mon imagination m'avait fourni une histoire beaucoup plus intéressante que ce qu'on a eu. Hein. Il y avait moins de Sénat, déjà. Je me souviens très bien, à un moment, il y avait des rumeurs comme quoi ils avaient casté Winona Ryder pour faire. Donc, c'est pour te dire, c'était largement avant que Nathalie Portman arrive. Oui, parce qu'il y avait un elle était à la mode. Mais il y a eu plein de tentatives de George Lucas avant, et je me souviens avant d'avoir vu Winona Ryder. Et bon, on comprend pourquoi, parce que c'est une petite brune, elle est un peu dans le même moment. C'est la mère de George Lucas. C'est pas. Ouais. Voilà, hein, clairement. Ça aurait probablement été un peu mieux. Si vous avez regardé notre vidéo sur Kylo au podcast, George Lucas, il a son propre complexe d'Oedipe qu'il a injecté dans son œuvre, hein, clairement. Donc Leia, c'est une reproduction de sa mère, un avatar de sa mère, Padmé, même combat. Hein. La brune aux yeux marrons, qui est péchue, hein, qui mène sa barque, et voilà. Bon. Ça, c'est très bien, on n'en a rien contre ça, au contraire. Non, au contraire, c'est humain, hein, je veux dire, ça ne me gêne pas, au contraire, les nanas péchues qui mènent leur barque dans les années 80, elles ne couraient pas les rues. Les années 90, elles étaient un peu plus rentre dedans déjà. T'avais Demi Moore, t'avais G.I. Jane, t'avais même Disney s'y était mis des héroïnes comme Esmeralda, Mulan, on s'éloignait un peu de la princesse Blanche-Neige, c'était fini cette époque-là, on était sur la femme plus moderne qui sait ce qu'elle veut, quoi, mais ouais, Winona Ryder, c'était la période de Dracula, machin, où elle était au top, et puis après, elle a eu des problèmes perso, non, je crois, elle était plus bankable. Elle avait des problèmes de kleptomanie, je crois. Oui, c'est ça, il y a des problèmes de... elle a été blacklistée à Hollywood pendant un bon moment, ouais. Mais je pense que, je sais pas, c'est pas fait pour cette raison, je pense qu'après, peut-être que, je sais pas, il a peut-être pas fini d'écrire son scénario sur les planètes n'étaient pas alignées. Mais c'est vrai qu'il y avait eu plusieurs tentatives, puis après, il est reparti sur un autre casting, donc il nous a déniché Hayden Christensen et Nathalie Portman, bon ça, en soi, c'est pas le problème. Ewan McGregor, c'est un bon choix d'ailleurs. C'est un bon choix, c'est un des rares qui tire à peu près son épingle du jeu avec la direction d'acteur, ou plutôt l'absence de direction d'acteur de George Lucas, quoi. Mais c'est sûr qu'il y avait quand même pas mal d'acteurs qui avaient fait leurs preuves par ailleurs. Enfin, je veux dire Liam Neeson, même Samuel Jackson, etc. C'est quand même des mecs qui avaient déjà une belle carrière derrière eux. On savait de quoi ils étaient capables. Et là, on se retrouvait un peu avec des flancs dehors des écrans bleus là ou des écrans verts. C'était un peu, c'était vraiment vraiment très frustrant. Avec un casting pareil, de rien en sortir, c'était vraiment extrêmement frustrant. Moi, l'épisode 1, j'en attendais beaucoup. Finalement, une fois que j'ai su que vraiment c'était mis en mouvement et que ça allait se faire, j'étais très excitée, on était vachement hypés. C'était avant Internet, c'était avant que ça explose les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de spoiler, on avait quelques magazines. Moi, j'étais abonnée à Mad Movies. Sur les images, ça rendait bien, c'était photogénique. Ça rendait bien à l'époque, ça a très mal vieilli. C'est ça le problème. On reste photogénique sur le plan des costumes. Il y a certains décors qui sont très beaux. Quand ils sont en décor naturel, genre Naboo, ils ont quand même filmé dans des endroits vraiment sympas. C'est très très beau. Quand ils sont vraiment avec des incrustations à gogo, ça passe beaucoup moins bien. Disons que la prélogie, ça fait mieux en photo quand même. Au lieu de les avoir dans les magazines. Au lieu de les avoir en journal, comme le Parisien, tu vois, c'est un peu. Ouais, c'était un peu. C'était juste que on était déçus à chaque fois. Enfin, c'était. Épisode 1, donc je suis allée dans un très grand cinéma parisien avec des potes, on était tous fans de Star Wars, on était sortis un peu de goodies de l'ancienne trilogie, on était vraiment à fond. C'était la première fois que sur du Star Wars, je regardais ma montre. Tellement je me faisais chier avec les histoires de scénar, de motion,
de blocus, c'était hallucinant, je comprenais pas. Alors qu'il y a des scènes qui sont vraiment très bien. Moi, la Pod Race, j'aime beaucoup. Ça m'a rappelé Ben Hur, qui est un de mes films préférés. Je pense que ça lui rappelait aussi Ben Hur. Ouais, je pense que c'est la référence directe, hein, bien sûr. Mais il y avait des trucs. Puis alors les acteurs qui ont un jeu en bois, enfin c'était vraiment. Et alors ça, la grosse trahison, c'est ça. Enfin, le truc qui m'a vraiment saoulé, c'est les midi-chloriens. D'un seul coup, la force, c'est plus un truc mystique que tout le monde peut avoir. Ça devenait très compliqué. En fait, personne ne se posait vraiment de questions sur c'est quoi la force, à quoi ça sert. Enfin, c'était accepté. On acceptait l'idée qu'il y avait la force et puis n'importe qui pouvait l'avoir. Universel. Et d'un seul coup, tu te retrouves avec une théorie qui frise le génie. Moi, j'avais pas besoin qu'on m'explique la force. Hein. Puis j'avais pas besoin qu'on m'explique tous les détails de comment ils ont quoi. Il a fabriqué ces 3 PO, mais je me suis tapé des barres de rire. J'ai dit, attends, c'est une galaxie, ils se connaissent tous. Le problème après, c'est tous les raccords en fait. C'était naze. Et puis surtout, on le paye encore aujourd'hui, hein, avec toutes les théories de merde qui circulent sur la postologie. On a atomisé quelques-unes dans une vidéo précédente. Enfin, je veux dire, ça appauvrit les personnages, ça appauvrit leurs arcs, ça appauvrit l'univers. L'univers étendu, puis d'un seul coup, c'est un village au fin fond du Berry, quoi. C'est hallucinant. J'ai rien contre le Berry, hein, je sais personne, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est juste, non, au contraire, amène-nous des gens qui n'ont rien à voir, amène-nous des gens qui sortent des bas-fonds mais qui ont la force, pour que nous on puisse se projeter. Enfin, moi gamine, j'ai pu grandir, toi aussi, en me disant, bah moi aussi je peux avoir la force, n'importe qui peut avoir la force, même Yoda, le Muppet, il a la force, et il est super puissant. C'est vrai, quand il sort le X-Wing du marais, c'est sublime, quoi. Là, ton Muppet, il faisait des galipettes. Là, d'un seul coup, je me retrouve avec une marionnette moche. Autant, fallait ressortir l'ancienne. J'étais ravie qu'ils ressortent le moule de celle de l'épisode 5 pour l'épisode 8. Il y en a qui ont détesté, qui ont trouvé qu'il était moche. J'ai retrouvé le Yoda de mon enfance. Yoda, il est moche. Qu'est-ce que j'étais contente. De toute façon, il est moche. Mais qu'est-ce que j'étais contente, parce que dans l'épisode 1, ils l'ont numérisé, je crois, pour la sortie Blu-ray. C'est plus la marionnette dégueulasse qui louche. Hein. J'étais super déçue, quoi. Puis alors, les Jedi, c'est des gros cons, quoi. Enfin, je veux dire. Parce que le coup, l'ordre religieux réac, machin, enfin, c'est un système fasciste, quoi. Je veux dire, moi, ça m'a vraiment fait flipper, et puis ça m'a déçu. Le mysticisme, d'un seul coup, c'est comme si on avait retiré le tapis de sous les pieds. Je me dis, oh, merde. C'était. Plus après. Le fait que Obi-Wan était censé former Anakin. Et finalement, c'est Qui-Gon qui le. Elle a dit, Yoda, c'est le maître Jedi qui m'a tout appris. Alors que d'un seul coup, il y a Qui-Gon qui fait son apparition, qui reste qu'un seul film. Enfin, on n'a pas le temps de s'attacher à ce personnage. Le duel est bien, c'est un des rares combats que je trouve bien dans la prélogie. C'est surtout la musique qui a été faite. Ouais. Mais alors par contre, je dois dire que John Williams n'a pas démérité dans la prélogie. Non, la musique elle est bien. La musique est vraiment bien. C'est un des rares trucs que je trouve vraiment très très bien dans la prélogie. C'est pour ça que tu peux écouter la musique en fermant les yeux dans la prélogie. Ah, c'est bien. Et en calquant des images de la postlogie dessus, hein, on va pas se mentir. Ça va être fait, non? Parce que oui, j'avais vu une rumeur comme quoi le Dwarf of Fate, la musique, elle va ressortir. Ça serait chouette. Hein. Normalement, il l'a réorchestré. Enfin, j'avais vu cette rumeur-là, j'espère qu'elle. Il en a réorchestré beaucoup récemment. Alors, est-ce que c'est pour brouiller les pistes? Je sais pas, mais en même temps, on est sur le duel du destin, parler du destin, boucler la boucle avec le destin. Moi, j'aimerais bien revoir ça. Ça pourrait être sympa. Je pense qu'il y a beaucoup de citations des 2 trilogies précédentes. Et oui, parce que à ce moment-là, le destin qui se détermine, c'est pas le destin, c'est le destin d'Anakin, parce que qui va s'occuper d'Anakin Oui, c'est ça. Mais c'est ça aurait été, Anakin aurait été très différent et son destin aurait sans doute été très différent si. En fait, t'as l'impression que les acteurs ils se font chier. Oui. Toi, tu fais chier aussi. On se fait chier pour eux, puis on se fait chier parce que quand ils sont là à déblatérer dans le Sénat, enfin, je veux dire. Alors. Du coup, moi, ce qui m'intrigue, c'est comment les gamins qui ont grandi avec cette trilogie-là. Ils l'aiment bien, en fait. Ils l'aiment bien parce que, bon, on aime toujours ceux avec quoi on s'est construit, c'est normal. Même si à l'âge adulte, après, on a un regard différent qui est plus critique. La trilogie d'origine a beaucoup de défauts que je voyais pas étant gamine, que je vois maintenant, mais qui ne gâchent rien au plaisir que je peux avoir à la revoir. Mais non, la prélogie, l'épisode 2, je me suis tapé des barres de rire. Toutes les scènes romantiques, comme on l'a évoqué dans notre vidéo sur le sexe dans Star Wars, toutes les scènes romantiques, mais les gens riaient dans la salle, hein. On rigolait, parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre, quoi. Donc alors attends, ça enlève toute crédibilité à Vador. En plus, moi, celui qui m'a le plus gêné, c'était
Bon, hein, du coup, ça part sur l'épisode 3, mais parce que, tu sais, parce que Leia elle se souvient de sa mère, et puis d'un coup, Oui. elle meurt. La mère, elle meurt. J'ai plus la force de vivre. Et je meurs. Et donc, elle a ses bébés dans les bras, elle a le temps de leur donner un nom, super. Luke, Leia, histoire de dire, ben, on fait du fan service. On les a reconnus, les bébés, t'as pas besoin de les nommer, on sait qui c'est. On est intelligent. On t'a reconnu, Luke. Pas Laurel Hardy, on se doute bien que c'est Luke et Leia. Hein. Voilà, non, c'était C3PO et R2D2. Non, bah non, parce que c'était là tout le temps. Mais ça aussi, mais qu'est-ce qu'ils avaient besoin de nous mettre C3PO et R2D2 pendant tout le film? On n'avait pas besoin qu'ils soient là, ceux-là. Ils pouvaient faire leur apparition dans l'épisode 4. Ça et puis on efface la mémoire de C3PO à la fin pour dire que il se souvient de rien. Mais par contre, R2D2, sa mémoire elle est pas effacée. Lui, il se souvient de tout. Il a jamais eu le temps de lui raconter sa vie. Non, mais il s'est gardé un secret, R2D2. Oh, ouais, non. Non, c'est débile. Et donc, bon, enfin, Léa se souvient de sa mère. Enfin. Elle se souvient de sa mère, elle est un nouveau-né, il voit pas, hein. Il voit rien du tout. Hein. Donc, je pense pas qu'elle ait eu un échange de regard avec sa mère avant de mourir. Puis ça colle pas avec dans le Retour du Jedi, le roman, à un moment donné, il y a plein de trucs qui collent pas. Il y a plein de faux raccords entre. Il a vraiment choisi ce sur quoi il allait assurer la continuité entre les deux trilogies, mais il y a vraiment des trucs. Il a sorti plein de personnages, il savait même pas quoi en faire. Tous les Jedi qui sont en décor dans le fond, là, qui sont là juste pour faire du pour l'ordre 66, c'est tout, quoi. Faut regarder les Clone Wars pour s'attacher à eux et les développer un petit peu. Bah là, moi, je savais même pas qui c'était, je regardais pas. Enfin, je venais voir les films, j'avais pas lu les BD, les trucs. Les quelques nanas qui sont au Conseil des Jedi ne prennent jamais la parole. Il n'y a pas une seule femme humaine à laquelle on pourrait s'identifier. Non. Dans le Conseil des Jedi, il n'y a que les mecs. C'est vraiment une société patriarcale. Il n'y a encore qu'une seule femme dans tout le machin. C'est Padmé. On était censé se contenter de Padmé comme dans toute la galaxie s'identifier à Padmé. Je suis désolée, moi à aucun moment je me suis identifiée à Padmé. Que le personnage il est pas. Bah alors là pour le coup elle est. On sait pas pourquoi d'un jour au lendemain elle tombe amoureuse de lui. Elle est là où Leia avait du piquant. Padmé, même si elle a des grandes qualités humaines, c'est une grande chef de gouvernement, c'est une grande politicienne, elle arrive à se bastonner, c'est la reine du blaster, c'est celle qui vise le mieux dans toute la saga, peut-être avec sa fille Leia, mais à aucun moment tu trouves quelque chose qui te permette de te raccrocher à elle, de t'identifier à elle. Leia, ses crises de colère, c'est sa langue bien pendue, etc. Moi, c'était un biais par lequel j'avais quand même pu m'identifier à elle et me reconnaître un petit peu dans ce personnage et en faire un modèle parce que je disais oui, elle est péchue, elle est bien, c'est cool. Padmé, alors que c'est une chef de gouvernement qui sauve sa planète, etc. Enfin, à aucun moment où elle est trop lisse, il y a un truc qui. Padmé, on peut pas savoir qui c'est. Elle est lisse. Bah, c'est pas ça, c'est qu'en fait, elle a pas de personnalité, elle passe son temps à en mettre des nouvelles. Enfin, elle oui, sans arrêt c'est ça, en plus, elle disparaît. Je prends ça. J'ai une nouvelle personnalité. Elle est noyée sous les costumes. Ah ouais, ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Ah, les costumes, top. Hein. Il y a des très beaux costumes dans la prélogie. Alors moi, il y en a vraiment plein que j'ai vraiment aimé. Ça fait rêver, c'est magnifique. Il y a des choses sublimes. Mais du coup, comme on passe du temps à la regarder et elle est là que pour ça, il n'y a pas tellement, il y a pas. Elle joue pas bien. Et comme tous les autres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nathalie Portman, elle joue pas bien, quoi. Elle joue en bois. C'est un petit peu plus spontané quand elle est pas sous les artifices de la reine Amidala, machin, mais c'est pas. Puis alors, l'histoire d'amour, on a deux beaux gosses parce qu'ils sont quand même beaux. Les deux acteurs. Avec tous les effets spéciaux du monde, ils n'arrivent pas à cacher le fait que régulièrement tu vois les acteurs, ils ont des expressions sur la tête, on se dit oh merde, ce que je suis en train de dire. Non, il y a même le côté. Ah oui. Ah ouais. Non, je viens de dire une connerie. Le mieux c'est Ewan McGregor quand il doit annoncer à Natalie Portman que. Padmé. Quand Obi-Wan dit à Padmé qu'il a tué les enfants, et en fait il est incapable de jouer, il se marre en permanence sous sa barbe, il a tué tous les enfants. Je l'ai vu tuer les enfants. Mais il n'y arrive pas à jouer. Zéro émotion, mais même quand il il y a une émotion, il est mort de rire. Oui, mais voilà, c'est pas la bonne émotion, quoi. Mais même quand il voit l'hologramme, donc du coup l'acteur il voyait rien, d'Anakin en train de tuer les gens dans le temple, l'hologramme de sécurité là, il dit je ne peux pas en garder plus. Non mais plus personne ne joue comme ça depuis que le cinéma muet s'est arrêté. En même temps il représentait bien les émotions de l'audience, c'est-à-dire je peux pas regarder plus. Ça se termine là. Quand est-ce qu'on passe au barbecue, c'est plus possible. Ah oui, c'est ça, mais même là, ça a été terrible parce que le moment où ils ont quand même sorti Vador.
Il arrive comme ça, en Frankenstein. Ah non, moi, c'est le Parce que moi, ça m'a fait mal au cœur au moment où le premier truc qu'il demande, c'est où est Padmé. Là, moi, j'ai ressenti un truc. Et 2 secondes après, non, pareil. Pas le bras, Padmé. Tu as réfléchi longtemps. Voilà, c'est tout. Oui, Padmé, voilà, pas d'Amidala, c'est Voilà, ça, c'est terminé. Oh là là. C'était vraiment. Même le fameux mauvais. truc là, c'est moi qui suis Raymond Ragland, c'est moi qui. C'est moi qui occupe le haut du Ouais, terrain. Je sais pas comment ils l'ont traité. J'ai jamais vu en français. Si, moi je l'ai vu Bah non, je l'ai vu aux États-Unis celui-là. Non, moi je l'ai vu en VO sous-titré. C'est moi qui ai l'avantage, je sais plus. C'est moi qui ai l'avantage. Alors il est sur une butte là, donc forcément. Mais j'ai pas compris les dialogues. Je comprends pas les dialogues. Non, mais c'est ridicule et les acteurs savaient que c'était ridicule. Toute la prod le savait. Mais George Lucas, contrairement à l'épisode 5, l'épisode 6, où il y avait encore des gens qui pouvaient lui dire écoute, t'es gentil, tu te calmes. L'épisode 4, t'as quand même plein de gens dans la prod qui lui ont sauvé les miches, à commencer par son épouse de l'époque dans la salle de montage. Et ses autres copains réalisateurs. Et ses autres potes, réalisateurs, producteurs, etc., qui en ont pris, en ont laissé et ont sauvé le truc. Là, il était seul aux commandes, il avait quand même une aura, un prestige, c'était ses thunes, il faisait ce qu'il voulait, enfin voilà. Plus personne ne osait lui dire écoute, Georges, là, non. Non, tout le monde disait amen à tout. On s'en pas investi sur le tournage, souvent il est là, il est vautré dans son fauteuil. Oui, non, c'est vrai, quand tu regardes les trucs de tournage, les documentaires, ouais, c'est bien, ouais, c'est pas bien. Enfin, c'est vrai que c'est pas un réalisateur qui a la réputation d'être très loquace ou d'être très fort dans la direction d'acteur, ils l'ont toujours dit. Mais il l'a reconnu à plusieurs reprises avant la débâcle de la prélogie. Hein. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi il s'est senti finalement de faire la prélogie. Je crois que beaucoup de gens lui demandaient. Mais ça se trouve, c'est les mêmes qui l'ont poutré quand elle est sortie et qui ont fini par le pousser à vendre. En fait, hein, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est un fandom un petit peu particulier, hein, vous en êtes sans doute rendu compte comme nous. Et ouais, Star Wars, c'est un peu la nouvelle religion où il y en a qui se considèrent comme les gardiens du temple, encore plus que le créateur quand même de cet univers, George Lucas, et qui ont réussi à lui faire vendre son bébé à Disney. Donc c'est quand même... ça m'interroge. Au moins, ça m'interpelle quand même. C'est difficile d'être le gardien du temple parce que c'est un temple qui est assez complexe quand même à naviguer parce qu'il y a des choses qui vont pas très bien ensemble. Enfin, ça a jamais, la structure de Star Wars, elle a jamais très bien tenu. Enfin, il y a énormément de choses à en dire sur le plan symbolique, mythologique, universel, littéraire. Nous, c'est pour ça qu'on est passionnés par ça. Ouais. C'est qu'on peut en parler pendant des heures. Il y a plein de choses intéressantes à dire. Mais c'est vrai que ça a quand même été brodé au fur et à mesure. Enfin, ça a grandi de façon pas organique. Pour la postlogie. Non, bah non, pour le coup, il y avait un plan. Je pense qu'ils ont un plan. Ils ont un plan. La trilogie originale, on sait très bien, le premier film, ça avait passé, il y en aura un deuxième, il n'avait pas décidé... des relations familiales, enfin il n'y avait rien qui était organisé sur le long terme, ça s'est fait un peu au fur et à mesure et il sortait un personnage puis quelques loupés, le bisou de Luc et Léa, c'est ça, oui il y a eu des loupés parce que ça s'est fait de façon organique au fur et à mesure, l'univers étendu pareil, parce que l'ancien univers étendu, les légendes aujourd'hui, il faut être clair, c'est le bordel. C'est le gros bordel. Alors, il y a plein de bouquins qui sont très très bien. Les livres écrits par Timothy Zahn, la trilogie suivante, donc équivalent de 7, 8, 9, était vraiment sympa. D'ailleurs, ils ont même repêché des personnages de l'époque, comme l'amiral Thrawn, etc., qui était vraiment un super personnage. Mais Star Wars, c'est quand même, il y a à boire et à manger, quoi. Donc, on n'est pas tous d'accord sur ce que Star Wars représente pour nous. Et puis, ça évolue avec nous. Ça représente pas la même chose pour nous aujourd'hui que quand on était gamine. Non, c'est pas complètement solide. Non, c'est censé la barre prend l'eau souvent. Il y a des trucs qui marchent pas. On fait le tri de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et puis on y projette beaucoup de choses aussi. On n'est pas les seuls, tous on projette beaucoup de choses dans Star Wars. Et souvent, ce qu'on va dire de Star Wars, on dit plus sur nous que sur Star Wars en soi. Ce qu'on peut dire à une certaine époque de notre vie sera pas forcément la même chose d'ailleurs. Bon, en tout cas, moi, clairement, l'apologie, ça m'a fâché avec Star Wars pendant très longtemps. Ah bah moi j'ai fait une cure de désintox Star Wars, mais la prélogie m'a bien aidée pendant pratiquement 12 ans après. Ça a été pas une traversée du désert parce que j'avais d'autres addictions, d'autres fandoms dans lesquels je m'éclatais, mais ça m'a bien calmée. Par contre, les gens qui disaient ça a ruiné Star Wars, moi ça m'a rien gâché par rapport à mon amour de la trilogie originale et des personnages, ça a rien changé du tout. C'est juste que la prélogie,
bah c'était pas ma tasse de thé et ça m'avait déçue. Bon bah tant pis, voilà, fin de l'affaire. Donc c'est vrai quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire la postlogie, d'abord on s'était dit, moi je m'étais dit bon, encore. Je botte en touche. Non, mais pas seulement ça, mais en plus ils avaient mis très longtemps à faire la prélogie, donc ça pouvait aussi mettre. Parce qu'on a attendu 20... entre 83 et 99, donc ouais. 16 ans. 16 ans. Bon, là, ça a été un peu plus rapide, finalement. Dernier. 2005, je crois. C'est ça. Le 3. 12 ans. Non, c'est pareil, finalement, c'est la même chose. Ouais. Bon, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément suivi l'affaire. Je n'avais aucune anticipation particulière par rapport à postlogie. Je n'ai pas regardé les éléments de marketing. Enfin, vraiment, je n'ai pas du tout. J'en attendais rien. Rien. Je n'ai pas suivi. Je me suis dit, non, bah, la prélogie, c'est bon, ça m'a calmée. C'est racheté par Disney en plus. Tout l'univers étendu dans lequel moi, j'étais quand même assez investie. J'avais lu pas mal de trucs. Moi, non. C'est bon. Je me suis dit, c'est bon, balaye tout d'un coup. Non, vous faites chier. C'est bon. Bah, Georges Lucas, il m'avait soigné. Donc, je me suis dit. Boycotté. J'ai boycotté, ouais. Moi, je suis allée le voir. Je l'ai pas vu au cinéma, 7 et 8 ans. Moi, j'ai vu. Je les ai découverts il y a un an. Moi, oui. En octobre 2018. Moi, je les ai vus. Mais alors, presque accidentelle. Hein. Mais alors, Le Réveil de la Force, quand je l'ai vu, moi, j'avais trouvé ça sympa. Mais je trouvais que c'était bien joué, bien réalisé. Oui, bah, ça ressemblait beaucoup. Alors, comme tout le monde, hein, j'ai dit, oh, c'est un peu comme l'épisode 4. Mais j'étais contente de revoir les personnages. Pour le coup, la barque était prête à renaviguer. Ça me semblait correct. Et la seule chose qui m'avait, ce que j'ai retenu du film, ça n'avait pas été le coup de foudre. Mais la seule chose qui m'intriguait dans le film, c'était, oui, Kylo Ren et la relation entre Kylo et Rey, en sachant que comme ça arrive que très tard dans le film, bah, j'étais intriguée, mais bon, j'avais d'autres sources d'intérêt à ce moment-là, donc ça m'a pas empêché de dormir. Donc quand on est sorti le dernier Jedi, pareil, je n'ai pas suivi particulièrement. Je suis allée voir le dernier Jedi d'ailleurs en mode, ça va être une daube. J'en ai honte aujourd'hui, mais voilà, j'y suis vraiment allée en mode, ouais, bof. J'avais même regardé avant sur Wikipédia, il y avait tout le synopsis. J'avais regardé le scénario. Je dis, je suis pas la seule à m'être spoilée. Okay, moi, ça me dérange jamais d'être spoilée, mais jamais. Quand le film il est bon, tu peux me raconter toute l'histoire, ça ne voudra rien à mon plaisir. Mais bon, je l'avais regardé tout le synopsis. Je disais, j'ai rien compris, mais je vais y aller quand même. Donc j'y suis allée. Alors là, ça a été l'épiphanie. Hein. Alléluia. La révélation. Mais complètement. Alors, j'ai le moment où ils étaient là, où il y a eu le premier Force Bond des machins, hein, c'était fini, moi, c'était plié. C'était cuit pour toi. Ah bah, c'est-à-dire, alors oui, ça a été le coup de foudre, c'était le deuxième Force Bond, mais c'est vrai que dès le début, j'étais comme ça sur mon siège. Et quand ça s'est arrêté, j'ai saoulé tout le monde, hein, non-stop, dans la voiture. Dès qu'on est sorti, mais c'est la Belle et la Bête. Mais c'est génial, mais il y a le méchant et la gentille, on peut m'acheter les poupées. Et j'arrêtais pas de non-stop. Et alors là, c'est devenu l'obsession. Donc, alors ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée. Alors moi, j'étais plutôt investie dans Game of Thrones à ce moment-là. Ah ouais. Ouais, moi aussi, pas mal. Donc, je suis allée voir. Je vais remettre chouchou derrière. Je suis allée voir les sites que j'aimais bien sur internet, que j'allais regarder pour voir quelles étaient leurs critiques du film et ce qu'ils avaient à en dire. Bah là, j'ai pas été déçue. Il y avait rien de ce que je voyais et je me disais c'est pas possible, ils sont pas aveugles à ce point-là. Enfin, j'ai pas la berlue. Enfin, il y a pas un truc qui va foncièrement mal chez moi. Enfin, d'un seul coup, t'as pas perdu 100 points de crédit? Non, rien. Personne ne parlait de la relation spéciale entre Rey et Kylo. Personne ne voyait qu'il y avait une rédemption possible. Enfin, toutes les critiques étaient vraiment bizarres. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Donc, j'ai commencé à fouiller un peu parce que là, à ce moment-là, ça me tournait vraiment dans la tête. Puis bon, c'était les vacances de Noël. Alors, j'avais que ça à faire. Voilà, du temps. Et donc, t'avais été piqué par la mouche. Complètement. Voilà, c'était complètement. Moi, j'attendais pas le Père Noël. Je guettais toutes les informations sur Star Wars et puis j'ai découvert un site anglais qui s'appelait Tumblr et puis il commençait à y avoir quelques vidéos sur YouTube également alors j'ai découvert l'existence du mot Relo parce que voilà, donc c'était ça existe, il y en a qui ont essayé, il y en a qui l'ont vu, je ne suis pas seule et à partir de là
me suis dit, ouais, ok, c'est génial. Il y en a plein qui ont vu les mêmes choses, qui ont les mêmes références, parce que je voyais des gens qui citaient Orgueil et Préjugés de Génial. Et moi, je voyais tout ça aussi. Et je disais, enfin, il y a des gens qui parlent mon langage et qui sont sur la même longueur d'onde. Et donc, à partir de là, arrive janvier 2018. J'ai ouvert ma propre page Tumblr et j'ai commencé à écrire. Alors au début je voulais faire en bilingue parce que je trouvais que c'était pas normal qu'on fasse pas quelque chose en français. Bon, le problème c'est que c'est un travail tellement enfin, ouais, c'était vraiment beaucoup de boulot de traduire systématiquement ce que j'écrivais, parce que j'ai compris rapidement que j'avais intérêt à le faire plutôt en anglais qu'en français, parce que en fait, la plupart de la communauté, même si elle n'est pas nécessairement américaine ou anglaise, enfin, il y a des gens de partout dans le monde. Vous avez des gens en Asie, en Amérique du Sud qui sont à fond pour Relo, mais la langue commune, c'est les gens de pays de l'Est aussi, il y en a pas mal. Oui, c'est vrai. Ouais. Et d'Europe de l'Est qui font ça. Et donc, je me suis dit, bon, ok, anglais, tant pis. Donc, j'ai laissé tomber le français assez rapidement, mais tout en me disant, pendant tout le temps, mais comment c'est possible qu'en France, personne n'en parle? Ça me hérissait le poil. Ah, je vivais super mal. Alors, tant pis, j'avais ma communauté, c'était génial, on avait plein de choses à échanger, on disait plein de trucs. Je voyais aussi qu'il y avait énormément de haine vis-à-vis de ça, ça a été une découverte. Ouais, c'est la douche froide après. Ah, mais c'était monstrueux. Deuxième effet qui se coule. Moi, je connaissais pas, hein, j'étais super naïve, l'univers des trolls, tout ça. Voilà, Ouais, bah pareil, moi j'avais jamais. Mais la violence envers les gens qui disaient qu'ils aimaient les personnages ou qui voyaient la relation possible entre les personnages avec les meilleurs arguments du monde, et tout ce qu'on leur opposait en face, c'est vous êtes qu'une bande de tarés dégénérés. C'était juste pas possible. En plus, il y avait un sexisme qui était hyper toujours, ouais, malaisant, vicieux et tout. Et, oui, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que ça devient vite des attaques personnelles. Genre, on parle de personnages fictifs dans de la fiction. Ça devrait jamais partir en escalade, quoi. Ça devrait jamais, le discours devrait jamais s'envenimer. On peut dire, bah, non, moi je le vois pas. Bon, bah, tant pis. Chacun son truc. Enfin, je veux dire, ça, j'avoue que c'est un peu, ouais, ça a été pas la douche froide. Toi, t'as eu à subir Moi, pas tellement. J'ai eu non, pas tellement. J'ai eu la chance que. T'as été préservée quand même. J'ai été assez préservée, bien que je suis arrivée rapidement à discuter avec plein de monde. Je voyais passer les attaques personnelles. J'ai vu disparaître de Tumblr des gens qui étaient extrêmement actifs et qui étaient. Alors, on se définit en vagues. Donc, il y avait les premières vagues. C'était ceux qui ont vu tout de suite Relo après le réveil de la force. Alors vraiment, faut leur donner tout l'amour et le mérite possible à ces personnes-là, parce que personne il n'y avait pas grand monde qui l'avait vu. Elles étaient très peu nombreuses sur Internet à défendre ces théories-là. Elles se sont pris des tombereaux de merde. Et donc il en reste peu des survivantes et des survivants. Il y a quelques garçons qui étaient aussi présents. Mais c'est vrai que c'est essentiellement des femmes. Et qui sont restés sur le pont, mais il y en a plein qui ont carrément laissé tomber. On a perdu quelques-unes en cours de route. Ont abandonné. Alors, parce qu'elles se faisaient défoncer partout, puis au bout d'un moment, elles se sont dit que ça valait pas la peine. Ça les empêche pas d'aimer et de voir ce qu'elles voient, mais elles ont arrêté d'argumenter et puis d'écrire sur le sujet, alors que elles avaient raison. En fait. Depuis le début, quoi. Depuis le début. Alors, la deuxième vague, c'est ceux qui arrivent après la sortie du dernier Jedi. Donc moi, je suis sur la deuxième vague. Donc c'était déjà un peu plus évident, mais même là, je veux dire, encore aujourd'hui, on nous dit que c'est dans votre tête, hein. Mais vous voyez des choses qui n'existent pas. Bien sûr. Au goulag. Au goulag, ouais. Oui, c'est sûr, hein, ça vaut le coup d'attaquer le caractère de quelqu'un et sa moralité, parce que on voit ce que les cinéastes et la production d'une série de films nous donnent, hein, tout simplement. Voilà, c'est sûr, ça vaut le coup sans prendre. Sans pour autant dévoiler toute notre vie, parce qu'on n'est pas là pour ça non plus. On est vraiment pour aller en tant que fan, mais nous, en fait, on baigne toutes les deux dans tout ce qui est analyse artistique, littéraire. Enfin, ça a été le fond de nos études, et c'est pour ça que ça nous a tout de suite parlé. On a reconnu les références, et je pense que certains membres du fandom qui sont présents et qui font la critique ont parfois d'excellentes références cinématographiques. Mais des fois, c'est dans des genres spécifiques. Et alors, ouais, c'est vrai, on est des nanas, donc on regarde des films de nanas. Ouais.
Bah ouais, Bon, mais et ça bah, devrait pas être des films mais il n'y a des pas, films de c'est nana. ça, en il n'y a fait, pas que des références à des films de nana, mais c'est vrai que nous, il y a des trucs qu'on a vus, voilà, on les mais reconnaît. c'est tellement enfin, Et en plus, en dehors de ça, on les reconnaît parce qu'on les connaît, comme on vous a expliqué dans comprendre la postologie au niveau intermédiaire et débutant, parce qu'on les a lus dans Shakespeare. dans Conte, Désolée, hein. dans les mythes, voilà, dans les contes de fées, on n'a pas juste regardé Disney, hein, on a lu plein de choses. Et c'est dans tellement de sources littéraires dans lesquelles on a baigné depuis toute petite et tout petit, hein, parce que les contes de fées, ben, c'est pas l'apanage des filles, encore une fois. La Belle et la Bête, il n'y a pas que les filles qui lisent La Belle et la Bête. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Ouais, on l'a vu tout de suite. Ouais, ça nous a parlé, donc c'est vrai que nous on reconnaissait. Alors c'est vrai que pas de bol, ça parlait pas à des gens, mais quand on leur a dit, mais attendez, regardez, c'est dans telle œuvre, la moindre des choses, ça aurait été que ces personnes-là aient la curiosité de regarder, ne serait-ce que pour dire, bah non, vraiment, je vois pas, vous êtes trop cons. Mais en fait, ils vont même pas voir. Ils vous disent systématiquement, mais non, mais en même temps, vous y connaissez rien, vous êtes que des nanas. C'est quand même dingue parce que vous êtes des tarés d'aller voir des choses. Oui, ouais, c'est ça. Mais les rélos, en plus, celles qui écrivent des articles, donc nous, on a un background en littérature, en histoire, etc. Donc ça, on a repéré beaucoup de choses grâce à ça. Pour faire des choses intéressantes. Non, c'est pas ça, mais ça explique pourquoi nous, ça nous a sauté aux yeux tout de suite, quoi. Et il y en a d'autres qui viennent du cinéma, il y en a qui viennent de la psychologie, il y en a qui viennent de la psychanalyse, il y en a qui viennent de la communication, il y en a qui viennent de la musique. Les analyses musicales de personnes qui composent et qui ont vraiment étudié à fond la musique de John Williams, comment on crée une symphonie, comment on a des motifs, des thèmes récurrents qui viennent, qu'est-ce que c'est que la résolution d'une mélodie, qu'est-ce que ça nous dit, les intervalles musicaux, etc. Il y a énormément de choses qui se cachent dans la musique de John Williams, qui vient en appui de l'image, des dialogues, de la cinématographie. Enfin voilà, rien n'est fait au hasard dans un film, surtout de ce calibre-là. La couleur des vêtements, des barrettes et des machins, tout est décidé en réunion, en meeting. Il y a un process qui est extrêmement élaboré derrière. Et surtout qu'ils se souvenaient justement des gaffes de la prélogie. Ils savaient très bien qu'ils savaient où on allait les... Ils savaient très bien pourquoi George Lucas ils n'allaient pas au casse-pipe. Et Disney, c'est leur fond de commerce, c'est le conte de fées. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont partis sur une narration qui est une narration de contes de fées dans l'espace. Donc, et en plus, leur best-seller, La Belle et la Bête, qui est quand même avec La Petite Sirène, le film qui a marqué la renaissance Disney dans les années 90. Donc, voilà. Le seul film d'animation qui a été nominé aux Oscars. Il a fallu qu'ils changent et faire une catégorie spéciale film d'animation pour éviter d'avoir des films d'animation en compétition. C'était la loose. C'était un sacré tour de passe-passe quand même chez les Oscars. C'était pas très honnête d'ailleurs. Non, pas très. On peut vous renvoyer vers la vidéo de MJ Fermela sur les Oscars qui est très bien faite. Il a bien mis le doigt sur le truc. Et donc du coup, moi mon expérience, elle a été un petit peu différente parce que moi les films, boycott, je voulais pas les voir. Et puis Rogue One, ça nous tentait bien avec ma femme quand même, donc on s'était dit celui-là on va le louer, on va le prendre en VOD, on va regarder parce que ça avait l'air bien dark, bien gritty, etc. Donc pourquoi pas. Et puis ça remettait pas en cause l'univers étendu puisque ça se calait juste avant l'épisode 4. Ouais, puis tu revoyais Darth Vader, t'étais contente. Ouais. Oui, ça gâchait. En plus, Felicity Jones, l'actrice, moi je l'aime beaucoup parce que je l'avais découverte il y a un moment quand elle avait tourné dans une adaptation de Jane Austen là, de Northanger Abbey, qui était vraiment très sympa. C'est peut-être un des rares films où elle meurt pas à la fin. Toi, tu l'embauches à chaque fois. Bah, toi, tu meurs à la fin. Salut, là. À la fin, à chaque fois. Qui finit bien. Non, elle était vraiment bien dans le personnage. Et encore à la liaison avec Jane Austen. Il aime bien. Oui. Il y a des passerelles entre Star Wars et Jane Austen. Mais Rogue One, moi j'ai bien aimé Rogue One. Oui, non, mais Rogue One il est très bien, mais pour moi c'est presque pas un film de Star Wars juste parce qu'ils nous ont mis une seconde avec derrière, mais c'est un excellent film de guerre. Ouais. Mais pour moi c'est plus un film de guerre. Alors il y a des images sublimes, hein, les images de Scarif, les images de l'étoile de la mort, et voilà, des images très très belles. C'est très visuellement toutes ces films de la période Disney, c'est des bijoux. Ça apporte rien quand même. Oui, tu peux très bien en faire l'impasse et ça change rien à l'histoire. Moi, c'est précisément pour ça que j'avais envie de le voir, moi perso.
Le passage avec Darvador, il était bien, mais bon, ça m'a pas fait triper non plus plus que ça. Hein. C'était vraiment très agréable, mais ça s'arrêtait là, quoi. Même si on a beau savoir qu'ils ont sauvé les plantes, t'as quand même une petite pique d'angoisse en disant quand même, les gars, passez-vous le relais, parce qu'il arrive dans le couloir, là, faire passer la disquette à la princesse. Et bien faire le ménage. Et puis, son Swiffer. Et puis l'épisode 7, l'épisode 8, moi j'avais pas envie de les voir. J'avais rien suivi. Rebelle, là. Pas du tout investi là-dedans. Et juste par curiosité, parce que les vidéos commençaient à sortir sur des chaînes de geeks que je suis avec assiduité. J'aime beaucoup ce que font les garçons, donc Captain Popcorn ou les gars du Bazar du Grenier, enfin joueurs du grenier. Voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, etc. Donc je suis allée voir leurs vidéos spoil sur l'épisode 8, du coup, parce que c'était celui qui était sorti l'année d'avant, en 2017. Et puis dans leurs critiques, alors pour eux c'était des critiques, et moi ça m'a mis la puce à l'oreille, je me dis ça a l'air d'être ma cam en fait, finalement on va les voir. Donc j'ai embringué ma femme parce qu'elle n'est pas du tout dans Star Wars, c'est pas du tout son trip, ça l'a jamais été. Et on les a regardés donc 2 soirs d'affilée, l'épisode 7, l'épisode 8. Bon, déjà l'épisode 7, au moment où Kylo enlève Rey, je dis ok, c'est plié, c'est un villainous crush dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, en l'occurrence, ce sera un amour qui sera pas réciproque. Et puis dans le pire qu'on est le meilleur. Voilà, c'est vrai. Et puis à la fin de l'épisode 7, quand il y a la scène hallucinante dans cette lumière pourpre, là, violette, ils se regardent comme ça, machin, je dis ok, c'est une trilogie, bon, ils vont finir ensemble, ces deux-là. Il y a trop d'énergie sexuelle entre eux, c'est tellement limpide. Je veux dire, la scène de l'enlèvement, déjà, ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. Donc, quand tu connais tous ces motifs, que tu les as vus dans l'art, dans l'histoire, dans la littérature, pour moi, c'était la clé, quoi. Et puis, l'acteur, moi, je le connaissais pas du tout. Je regarde pas Girls, je regarde pas la télé d'une manière générale, c'est pas mon truc. Et je dis, ce mec, il est intéressant. Parce qu'il dégage un truc vraiment. Le personnage est bien écrit, il est ambigu, etc. Et ce mec, il joue vachement bien. Il passe vraiment d'une émotion à l'autre à la vitesse de l'éclair. Vraiment, il a un potentiel de dingue et il renvoie un truc magnétique. Enfin, vraiment, je tombais sous son charme, quoi. Je trouvais que le combo personnage-acteur, depuis je l'ai vu jouer dans d'autres trucs et la magie opère, il n'y a pas de souci. Même si c'est dans Kylo Ren, dans le rôle de Kylo Ren que je le préfère. On n'oublie jamais sa première fois. C'est ça. Demandez à Kylo. Mais c'est pareil, dans Driver, j'avais jamais vu dans rien avant en fait. Mais si dans Lincoln, mais j'avais pas fait attention à lui, j'étais branchée sur Daniel Day-Lewis. Ah oui, d'accord. Je l'ai vu au cinéma quand il est sorti, mais c'est une toute petite scène et je l'ai découvert dans Le Réveil de la Force. Et c'est vrai qu'il m'avait frappé à ce moment-là. Après, oui, carrément. C'est vrai que c'était la vraie découverte pour moi. C'est vrai que j'avais aucun a priori sur les personnages. C'est vrai que de toute façon, il avait embauché des gens qui étaient nouveaux. J'attendais rien de ces films. Pour le coup, ce que je vous ai expliqué, je n'attendais rien du tout de ces films. J'étais pas du tout investie. Donc du coup, ça a été une claque monumentale. Alors l'épisode 8, qu'on a regardé le lendemain. L'avantage de regarder tout dans la suite et que c'était après le dernier Jedi. Moi, quand je suis allée voir Le Réveil de la Force, je me suis dit, j'avais été vraiment, c'était ce qui m'avait titillé le plus, c'était la relation entre les deux parce que je l'avais perçue. Bah ouais. Mais sauf que on se faisait inonder à cette époque-là par, son cousin, ils sont frères et sœurs. C'est là qu'on paye la prélogie. Ouais. Et je me suis pas, tout le monde, quoi. J'ai pas remis en question tout de suite ce que j'ai vu, parce que ce que j'entendais. Parce que je dis, il y a des gens qui sont peut-être mieux renseignés que moi, après tout, puis ils sont investis là-dedans, et puis bon, alors, s'ils disent que il y a des jeux vidéo, ou on dit, c'est ma cousine, ou machin, je dis, bon, ok, alors, d'accord. C'est pas vrai, en plus. Non, mais c'était déjà c'était de la désinformation. Mais comme j'étais pas investie là-dedans, je me suis dit, bon, d'accord, alors, ok, alors peut-être que j'ai rien vu, alors, puis je vais faire semblant de rien voir. Et puis je passe à autre chose. Mais quand il y a eu le dernier jet, je dis non mais attends, non. Là ça a été le refus, ça a été la révolte, ça a été le refus de la désinformation. Et ok, puisqu'on me donne pas l'info que je veux, que j'ai vue, qui me semble correcte, je vais aller la chercher. Et en plus, ça a été la démarche après, c'était pas. Alors en plus, moi j'ai aussi ma pierre à attribuer, donc je vais contribuer à l'information. Oui. J'ai aussi quelque chose à dire là-dessus et du coup j'ai apporté ma pierre. Bon, alors toi, du coup, t'as vu, donc machin, donc t'as commencé à regarder les sites. Donc, alors, en fait, je les ai vus l'un derrière l'autre. Ouais. On a débriefé avec ma femme, de façon littéraire, on a quand même beaucoup les mêmes références parce qu'elle est comme moi, elle lit beaucoup. Et
Bon, on l'a vu tout de suite, hein, déjà dans l'épisode 7, c'était plié, c'était Fantôme de l'Opéra, machin, Frollo dans Notre-Dame de Paris. Du coup, ouais, bon, moi je l'ai grillé tout de suite, elle aussi. Ma collègue, bon, elle avait vu l'épisode 7, elle avait dit quand même, il y a Baleine sous gravier. Elle n'avait pas vu le 8, donc je l'ai tellement tannée avec ça dès le mois d'octobre l'année dernière, donc dès que j'ai vu les 2 films. Le lendemain, je suis arrivée au boulot, ah putain, mais la nouvelle trilogie, mais attends, j'efface tout ce que je disais avant de voir ces films, etc. Mais en fait, c'est juste, pareil, j'avais été piquée par la mouche, machin, c'était mort, quoi, c'était fini, j'ai attrapé le virus, comme toi. Et juste 1 an après, quoi. Mais moi, juste pour faire 1 an de plus. c'est ça, vu la tension nerveuse que ça demande, respect, hein. Celles qui sont sur le pont depuis fin 2015, tu m'étonnes qu'elles sont sur les rotules. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans le même temps où il y avait des gens qui se sont énervés parce que le dernier Jedi les a fâchés à jamais avec Star Wars, dans le même temps, nous, on était en mode « Ah, mais ça nous a réconciliés avec Star Wars !» Mais c'est ça, quoi. Après la prélogie, moi, j'attendais plus rien de la franchise et le dernier Jedi, merci Rian Johnson. Oh mon Dieu, Rian Johnson, tu es ma nouvelle idole, quoi. Rian Johnson, tu es notre dernier espoir. Ah, la vache. Et quoique le réveil de la force, c'était vraiment bien. Mais c'était un film de DJ, hein. Oui, c'était bien. Mais c'est vrai que forcément, t'arrives toujours à chaque fois dans les trilogies. Mais c'est pour ça bien l'intérêt d'avoir le truc ensemble après, d'avoir les 3 tomes, comme quand on a le bouquin, là. C'est-à-dire que le moment où ça devient intéressant, le moment où ça devient substantiel et où t'as la viande, quoi, c'est toujours dans le deuxième. C'est dans le deuxième acte où t'as vraiment les choses qui se mettent bien en place. Bah, c'est ça. Le premier, t'as les amorces. Alors après, quand tu regardes, quand on va enfin voir l'épisode 9 et qu'on va pouvoir se faire la totale, bah oui, c'est bon, ça va faire sens. C'est comme, je sais pas, essayer d'étudier le Seigneur des Anneaux et pas lire Le Retour du Roi. Bah, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, vous allez voir des trucs qui se mettent en place, faut attendre la résolution dans le troisième livre ou dans le 3e film. Enfin, voilà, c'est... Donc, on est sur une trilogie qui a été, contrairement à la trilogie d'origine, pensée sur les 3 films. C'est des arcs qui courent sur 3 films. Donc, forcément, ça, faut prendre en compte. Ouais, parce que par là, genre, à la fin des 2 tours, tu penses qu'ils vont jamais arriver à mettre l'anneau. Ils sont dans la merde, parce que l'araignée, elle arrive dans le 3e film, mais elle arrive dans la deuxième partie. La situation est désespérée. Et c'est normal. C'est le 2e acte, donc c'est le fond du trou, hein, toujours le 2e acte pour les personnages. Alors, on n'aura pas cité Jane Austen, on a cité le Seigneur des Anneaux. Oui, mais ça marche aussi dans les romances. Non, mais dans le sens que, tu vois, ils ont il y a des références dans la littérature des hommes, pour ce que ça veut dire, et ils ne pensent même pas à ça, enfin, en termes de 3 actes, quoi, les gars. Donc, dans le 2e, quand vraiment ça va pas au bout, bah... C'est le triomphe dans le 3, hein. C'est évident, hein. Donc, on part sur une résolution heureuse, mais... je sais pas, c'est un mec qui les a écrits, quoi, les pièces. Oui. Sauf que c'est en 5 actes, mais c'est le même découpage, hein, et n'importe quel film, c'est découpé pareil. Comme ça, voilà, c'est attention, pas descendre, au contraire. Résolution de cette ligne, machin, bon, bref. Le conflit, la chute, voilà, on relève, c'est les bases de la narration, hein. Et donc, du coup, j'ai bassiné ma collègue qui a acheté le DVD du 8, qui l'a regardé dans la foulée, qui m'a dit « Oh putain, t'as trop raison. » Ta première convertie. Ils sont trop in love, ces deux-là. Trop in love. Agnès, salut. Et du coup, je me suis dit « Ah merde, attends, La Belle et la Bête. » C'est-à-dire que dès le premier visionnage, j'avais repéré plein de trucs. La Belle et la Bête, le Villainous Crush, donc le méchant. Jane Austen, machin, Orgueil et Préjugés. Jane Eyre, alors là, Jane Eyre avec les néons, les flashs. Ah, hello, Jane Eyre dans l'espace. Enfin bon, c'était évident, c'était limpide. Je me suis dit, bon, je peux pas être la seule. Exactement. Le seul rat de bibliothèque à avoir repéré ces trucs. C'est tellement des grosses ficelles. C'est du cortage de marins. Enfin, je veux dire, faut arrêter là. Non, je suis allée sur Internet. Bon, alors je savais pas que ça s'appelait Reylo, machin. Je me suis dit Rey Kylo Ren. Parce que pour moi, tout de suite, j'ai compris que le cœur de la trilogie CE, de toute façon, c'est la saga Skywalker. Le Skywalker, c'est Kylo. Donc c'est à partir de son point de vue à lui et de son arc à lui qu'il faut raisonner sur la trilogie. Bah oui, mais comme il nous montre du point de vue de... Mais c'est un parcours d'héroïne, mais le Skywalker, c'est lui. Oui, mais je pense que c'est ça qui les a faussés, mais enfin... Bref, ils ont jamais vu des histoires où le méchant se rachète à la fin. Ils ont jamais vu Star Wars, enfin je veux dire, bref. Et donc du coup, tout de suite, hein, dès 5 minutes sur Google, j'avais chopé Reylo, j'avais vu qu'il y avait des nanas sur Tumblr. On a bien bossé. J'avais vu que tout était en anglais ou presque, que pour trouver des gens qui avaient vu les mêmes choses que moi, il fallait que je m'éloigne des mass médias et des forums traditionnels de Star Wars, parce que c'était la guerre.
C'était des zones de guerre, les forums Star Wars Universe, machin, le fandom officiel où il y a plus de monde, apparemment, c'était la guerre des tranchées, quoi. Tout le monde est campé sur ses positions. Et... Je suis pas sûre que ce soit le fandom où il y a le plus de monde. Je crois que le fandom où il y a le plus de monde, c'est Harry Potter. Ah, peut-être, ouais, Harry Potter aussi, t'as des guerres de chapelle. Ouais, il y a des guerres de chapelle, mais comme du coup, moi, c'est pas ma cantine, si non, tu moi veux. non plus, Harry mais Potter, je crois que là où il y a le plus de monde, monde, c'est Harry Potter. Non, pas, il y a des fans de Harry Potter. Ouais, mais moi, tu vois, je me suis jamais hein. investie. Dans Harry Potter, j'ai lu les romans, j'ai vu les films. Non, moi, alors, mon personnage préféré, c'est Rogue. Ah bah moi aussi, c'est Snape, hein. Forcément, le héros byronien par exemple. Oui, voilà. L'anti-héros, le méchant, une fois, complexe, on est cohérente. Hein, ouais, c'est Papa Kylo. C'est Kylo bis, enfin, je veux dire, c'est les mêmes, quoi. Et donc du coup, les nanas sur Tumblr, moi je suis très rapidement tombée sur ce qu'on appelle des méta, donc des analyses, dont les tiennes, parce que pareil, La Belle et la Bête, je voyais bien les parallèles avec La Belle et la Bête de Disney. Et moi, ce qui me sautait aux yeux, c'était La Belle et la Bête de Cocteau. Parce que c'est un film que j'adore. Visuellement, il est d'une richesse. Il n'a pas pris une ride, ce film. Il est lyrique, il est magique. Il est très gonflé pour l'époque. Et surtout, alors, il y a des scènes dans l'épisode 7. Et puis, c'est plutôt l'ambiance avec tout ce subtexte hyper sexuel, toute cette symbolique sexuelle qui est extrêmement riche, qu'on retrouve dans La Belle et la Bête de Cocteau. Je dis, mais attends, moi chez Disney. Hein. Moi chez Disney, je me suis dit, mais pourtant c'est des coquins chez Disney. Pareil, je peux pas être la seule à l'avoir vu, et c'est là que je suis tombée sur tes analyses. Sur moi. C'était en anglais, mais j'ai vu après que t'étais une française. C'est l'avantage d'être une française sur Tumblr, parce que même si on a une bonne communauté de francophones rélo qui sont sur Tumblr, en fait, comme on écrit en anglais, des fois on le sait pas toujours. Ouais, mais il y en avait plein qui connaissaient pas en fait La Belle et la Bête, bien que ce soit un film, un chef-d'œuvre du 7e art qui peut être universellement connu. Les anglo-saxons, ouais, il y en a, mais ou asiatiques, voilà, il y a des fans, mais c'est vrai que c'est pas toujours la première référence. En tout cas, les Américains, c'est pas la première chose qui leur saute. Non, ça va être. Moi, ça m'avait sauté aux yeux. Ouais, pareil. Moi, dès le premier visionnage, j'attendais les gars. Même le positionnement des caméras, c'est des choses que tu as très bien mis en évidence dans ton. Ah oui, il l'a pas cité, mais je pense que c'est évident. On va vous faire un truc spécial là-dessus, c'est sur la Belle et la Bête. Elle me le demande depuis le début. Ah bah moi, c'est pas parce que c'est vraiment ton méta sur La Belle et la Bête de Cocteau et le méta de Haute-Seuze sur les archétypes de l'usurpateur et de la Sainte Mère, c'est vraiment ce qui m'a ouvert la porte. La Sainte Mère, c'est vraiment ce qui m'a ouvert la porte aux analyses sur Relo, mais plus largement sur Star Wars, et qui m'a montré que j'étais pas la seule à voir ces choses-là. Tu n'es pas seule. Je ne suis pas seule, voilà. Toi non plus. Mais ça, tu ouais, t'aurais pu me tendre la main, tout. J'aime bien avant et tout. Je lui tends la main. Mais non, façon Kylo Ren. Oh, écoute. Enfin, acting. On la refait, on coupe. Donc, ouais, c'était. Alors moi je flippais pas, je me disais pas putain si je suis la seule à l'avoir vu, ça me gênait pas, mais je me disais ce serait quand même bizarre parce que il y a des plaisirs solitaires. C'était tellement gros, c'est tellement des grosses ficelles qu'ils ont utilisées dans la trilogie. Je me dis bon de toute façon il y a plein de gens forcément qui l'ont vu. Il y en a quand j'avais trouvé la pelote, hein, je te le dis tout de suite. Et là, les ficelles, ils les voient pas, hein, tu leur mettrais. C'est plus des œillères. Ils sont pris dans la toile. En fait, il y en a plein, ils sont pris dans la toile d'araignée. Ils sont avec où ça, mais je vois pas. Ils sont dans la toile, tu sais. Du coup, je suis tombée sur la communauté Relo. Donc, j'échangeais pas avec les Relo. Simplement, j'ai trouvé beaucoup de références, beaucoup de choses. Tu regardais par le trou de la serrure. C'est ça, ouais, qui m'ont soit conforté dans ce que j'avais vu, soit permis d'articuler des choses que j'avais vues et de les mettre en perspective, etc. Et puis ça me trottait tellement dans la tête, c'était devenu une obsession. Je me disais bon écoute, c'est bon. Parle-en grand public, lâche-toi, fais une vidéo sur Relo. Une thérapie, voilà. Et donc c'est en décembre de l'année dernière, quand on est revenu du Québec, j'ai dit à ma moitié, écoute, j'arrête pas d'y penser, ça me saoule. J'ai un podcast tricot que je vais sortir là entre Noël et le jour de l'an. J'ai toujours une petite rubrique où je parle d'autre chose que du tricot, donc c'est souvent de la littérature, etc. Là, je leur ai parlé de mon amour pour Star Wars. De mon réamour et de cette nouvelle phase après une traversée, exactement après une traversée du désert. Et je leur ai parlé entre autres de Relo, mais plus largement un peu
résumé de ce qu'on s'est dit au début de la vidéo, comment je suis devenue fan de Star Wars, un petit peu mon histoire. Et puis j'ai eu de bons retours des fans de tricot sur cet aspect-là, sur l'aspect Star Wars. Et puis ça me trottait encore dans la tête, j'en parlais avec ma collègue, j'en parlais avec ma moitié. Il y avait des nouveaux méta qui arrivaient encore sur le marché. Toi, tu avec quoi chômer, hein. Tu les as enchaînés à chaque fois. Je lisais des trucs, je me disais oui, mais c'est tellement intelligent, c'est tellement... Il y a tellement d'éducation, de culture générale derrière tous ces méta, des nanas qui viennent d'horizons très différents aussi. C'est une chouette communauté. Ah ouais, c'est vraiment une chouette communauté. Des nanas et d'hommes, hein, parce qu'il y a des mecs qui écrivent du rélo, que ce soit des méta ou des filles qui ont des blogs, qui ont vu la même chose que nous, hein, voilà, qui osent le dire haut et fort. Des fois, ils sont même obligés d'insister pour dire non, mais je suis vraiment un mec en fait. Hein. Je suis un réseau, mais je te jure, je suis un mec. Donc, bon, oui, alors pour le coup, c'est vraiment ils sont vraiment dans une sale situation parce que souvent ils sont le fait est qu'ils sont en minorité, mais ils sont hyper bien acceptés par la communauté rélo. Au contraire, hein, nous, on est ravis quand il y a des mecs, hein, pour bien montrer que c'est pas juste un truc de filles en fait. Mais ils se font bâcher par les autres mecs qui sont fans de Star Wars. Limite, ils les traitent de traîtres. Moi, j'étais très très étonnée de la violence de certains commentaires anonymes qui étaient relayés sur Tumblr ou de commentaires ou dans les forums, etc. Moi, je me disais, mais les gars, c'est pas la guerre entre nos deux nations, on se bat pas pour les ressources, enfin, je veux dire, c'est pas une guerre de religion. On aurait dit c'était les huguenots et les catholiques, hein, on se refaisait la guerre des religions. C'était incroyable de violence, d'intolérance, d'idées reçues. Surtout qu'il n'y a aucun argument de l'autre côté. En fait. L'argument, c'est juste une attaque personnelle en général. Oui, pour un article de Tumblr d'une rélo qui te citait les sources historiques ou la musique ou les sources d'histoire de l'art ou les sources d'histoire du cinéma, enfin vraiment des choses très très solides. En face, c'était juste, j'ai pas d'argument, donc c'est une attaque personnelle. Ouais, c'est souvent comme ça. Et d'une violence, ça monte dans les tours tout de suite. Enfin, c'est invraisemblable. C'est vrai que nous, du coup, moi, je restais en marge, je faisais mon truc. J'ai fait, alors, ce qui devait être une vidéo sur Rélo, qui se transformait en 4 vidéos, de presque 7 heures. Une quadrilogie. Au début, t'as fait plus fort que Georges Lucas. Il y en a pour presque 7 heures de vidéo. Enfin, sur ma chaîne de tricot, j'ai perdu quelques abonnés dans la foulée parce que forcément, c'était vraiment des ovnis sur ma chaîne, hein, des objets vidéo non identifiés, quoi. Entre deux trucs de littérature ou de tricot. Et puis, mais je m'étais dit, bon, moi, je vais le sortir de mon système. Faut que je l'évacue, ce truc. C'est une forme de littérature aussi. Donc oui, voilà, parce que je faisais le lien avec La Belle et la Bête, avec tout, quoi. Mais puis je m'étais dit, bon, j'en attendais pas plus, je continue à lire les méta et je commençais à laisser des commentaires. Je me suis créé un truc Tumblr et je commençais à laisser des commentaires à des gens comme toi, etc. Pour dire, j'aime bien ce que tu fais. J'aime bien ce que tu fais. Mais c'est ça, en fait, tu fais en mode fangirls, en fait. Hein. Moi, ça m'a permis d'articuler mon ressenti sur... de mettre des mots sur certaines choses que j'avais repérées, de voir des choses que moi j'avais pas repérées ou ça s'était passé au niveau inconscient, ça alimentait ma vision globale, mais j'aurais été un peu incapable de mettre le doigt dessus précisément, de mettre les choses en perspective. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au printemps en fait. Sur Tumblr, parce que j'avais dû te mettre un commentaire genre j'aime bien ce que tu fais. T'avais sorti le pont, un de tes derniers méta, le pont dans Star Wars. C'était à Chicago. À la convention. C'est vrai que t'étais à la Celebration. C'était les Lords of the Sith, c'est un super podcast. Ah ouais, super podcast. Elles avaient fait une présentation sur la romance dans Star Wars. Elles avaient été invitées à faire ça. Donc voilà. Par Lucasfilm, par Star Wars. Il choisit spécifiquement d'avoir ce sujet quand même. Donc ils ont quand même un petit peu préparé le terrain. Hein, et puis ils n'ont pas dit la romance c'est dégueulasse. Ils ont jamais nié un truc Rélo. C'était blindé leur truc. Elle l'avait diffusé, on entendait les hurlements de la foule. C'était à guichet fermé, cette intervention vraiment bien. Qui était vraiment très bien parce qu'elles sont. C'est vrai que Lee et Denise sont très très articulées. C'est un des meilleurs podcasts en anglais.
Et j'ai eu la chance de les rencontrer là-bas, parce que j'étais allée faire 2 jours à Chicago. T'as fait du fangirling Tu vois, j'ai rencontré des gens, c'est vrai, j'ai pu rencontrer plein de membres de la communauté Relo. On avait fait une Relo party, c'était super. On a juste à côté là qu'on repasse, c'était trop bien. Mais voilà, et donc elles avaient gentiment cité ce méta dont tu parles sur le. Et c'est là que moi dans le commentaire de leur vidéo YouTube j'avais dit c'est génial vous citez Clarence, j'adore ces méta et tout. Alors oui. Et après il y a quelqu'un qui nous a écrit pour dire c'est génial. Et très peu de temps après je viens de réaliser je t'ai dit dans les commentaires, je sais pas si tu es au courant, mais Lord of the je sais que tu me l'as dit, mais je savais pas que c'était toi la femme qui mais voilà, donc, je suis allée les voir, je suis allée leur dire je suis tellement contente que vous citiez Claire parce que ces métas sont super, parce qu'en plus t'es sur les 2 cultures France et anglo-saxonne, donc voilà tu fais le pont. Bah ouais, entre les deux. Pas très nombreux. Il y a plein de Françaises qui font des super fanfics, mais c'est vrai que. Elles écrivent en français, d'ailleurs, on va vous en présenter une. Et en anglais, il y en a une aussi qui écrit en anglais. Qui écrit en anglais, ouais, qui écrit très très bien. Et c'est vrai que les rélos francophones qu'on a rencontrés sur Internet, avec qui on échange régulièrement, elles sont bilingues. Elles sont bilingues. Et moi, c'est aussi pour ça que je voulais faire mes vidéos, déjà le sortir de mon système. Puis, je cherchais sur les chaînes en français. Je trouvais pas de contenu qui soit, ne serait-ce qu'un tant soit peu en miroir de ce que je voyais chez les anglo-saxonnes, qui ont un peu pris le truc par les cornes et qui sont montés au créneau. Voilà. C'est énorme en anglo-saxon. Et c'est devenu énorme. Il y a quand même plein de podcasts, etc., qui sont très très sympas. Donc regardez sur la chaîne, nous on s'est abonné à plusieurs de leurs podcasts si vous voulez avoir. Ça reste compliqué pour elles quand même, mais il y a beaucoup elles mangent dans la communauté, mais elles sont plus nombreuses. Oui. Elles publient des vidéos régulièrement, elles sont très très actives sur les réseaux sociaux. Et il y a quand même pas mal de podcasts de garçons avec qui elles enregistrent des vidéos communes, où ils se commentent les uns les autres, ils font des podcasts ensemble. Et tu as quand même un certain nombre de garçons qui ont des podcasts Star Wars qui soutiennent les rélos maintenant, Donc, ça se fait chez les anglo-saxons. Et nous, chez les Français, c'était un peu le désert de Gobi. On est arrivé à ce triste constat. Que les seules vidéos, c'était les miennes sur une chaîne qui n'a rien à voir, quoi. Donc, moi, j'avais envie depuis le début j'espérais être invitée à un podcast. Je voulais en créer un, puis je n'osais pas me lancer. Je voulais faire une chaîne YouTube, et puis me lancer toute seule, ça me faisait peur. En fait, le fait que tu aies déjà ta chaîne YouTube et quand on en a parlé, ça semblait évident de pouvoir créer quelque chose ensemble. Enfin, on avait envie, on arrivait à bien discuter. Ouais. Donc, on s'est dit, ok, banco. Si personne ne le fait, c'est qu'à un moment donné, c'est à toi de le faire, quoi. Alors, on va essayer on va faire le taf. On va y aller. Et parce qu'on s'est dit, c'est pas normal qu'il y ait personne qui représente ça et qui donne cette information. C'est pas normal que sur YouTube, cette information-là n'existe pas en français. Il y a quand même beaucoup de gens qui parlent pas anglais et qui n'ont pas qui savent pas qu'il y a un autre son cloche, quoi. Qui le voient, qui le savent. Ils ont c'est ça, ce qu'on adore, c'est quand on voit les commentaires et merci parce que dans les commentaires. On est vraiment, pour l'instant, on a le crème de la crème des commentaires et des gens qui nous suivent et vraiment. Qui apprécient notre travail, qui nous laissent des commentaires hyper longs, articulés, qui ont réfléchi à ces questions. Nous, ça nous booste parce que c'est vrai que c'est du boulot dans notre vie quotidienne, ça prend du temps. Alors, si vous entendez du bruit, c'est le chat qui est en vadrouille autour de nous, là, qui se promène. Effectivement, on avait raison sur la démarche, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont envie, qui le voient, qui le sentent, qui ont envie d'en parler. Ils veulent en parler avec leurs amis, ils veulent en parler avec leur famille. Alors, des fois, ils sont pas fans de Star Wars, donc déjà, ils ont aucune idée de ce qu'ils parlent pas, quoi. Beaucoup de gens dans ma famille, bon, d'accord, c'est ça. Moi, c'est pareil, je peux pas en parler à tout le monde non plus. Ils sont gentils, des fois, ils m'écoutent un peu, mais ça les passionne pas plus que ça. Nos moitiés, elles prennent cher. C'est ça. C'est le conjoint ou la conjointe qui prend là, qui est en première ligne, qui le font de bonne grâce. C'est ce qu'on se disait. On se disait quand même, on a des conjoints qui sont choux, bienveillants. Oui, très et patients. Et du coup, on a créé la chaîne. On en parle depuis le printemps. Depuis notre premier Skype, où déjà on a échangé sur Tumblr, et puis notre premier Skype, la mayonnaise elle a pris tout de suite, on s'est dit bon ok, on n'est pas toujours raccord sur tout, on a nos avis à nous, etc. Mais c'est bien parce que du coup c'est pas une caisse de résonance. Ouais, parce qu'elle va absolument dire que non-driver elle est moche. Je trouve pas beau, je maintiens, mais il est
magnétique. Il est magnétique. Ce mec, il peut tout faire. C'est-à-dire que son charme n'étant pas lié uniquement à la régularité de ses traits, etc., il a un truc à nous dire, et dans 30 ans, ce sera toujours vrai. C'est pour ça que j'allais te dire des conneries, parce qu'après, elle se rattrape. Non, parce qu'après, c'est bien dans les commentaires, vous lui mettez, ouais, mais non. Alors je dis, ouais, c'est bien, dites-lui qu'elle arrête un peu. Il est pas beau, il se sublime. Il est sublime, c'est encore autre chose. Voilà, j'ai entendu le mot sublime, ça va mieux. C'est encore autre chose. C'est tellement plus intéressant, tellement mieux. Il est magique. Ce personnage, oui, il est vraiment. Ce personnage me parle et cet acteur me parle. Parce que c'est un peu une alchimie en fait qui s'est faite. Même dans le retour qu'on voit, c'est ce qui passionne le plus les gens. Enfin, on a mis le podcast de Kylo Ren. On n'a pas compris. Dans la journée, ça a été le. On est ravis de pouvoir super nombreux, mais. Et c'est pareil, il fallait qu'on parle de lui. D'ailleurs, de la même manière qu'il fallait qu'on parle de Relo, il fallait qu'on parle de lui. Ça nous tenait vraiment à cœur parce que il y a toute une partie des fans qui sont en souffrance de devoir fermer leur clapet parce que les espaces où ils avaient l'habitude d'échanger avant, manifestement, maintenant, ils ne peuvent plus parler sans avoir peur de se faire défoncer. Et c'est pas normal. C'est pas normal, encore une fois, c'est pas une guerre des religions, on parle de personnages fictifs dans une œuvre de fiction. On devrait, au contraire, pouvoir se servir de cette distance qu'on est censé avoir avec la fiction pour déconstruire ce qu'on voit, réfléchir à ce que les créateurs nous donnent, réfléchir à ce que ça nous dit sur nous, en tant que société, en tant qu'individu, dans la cellule familiale, quel que soit l'âge où on est. Pour les adolescents, il faudrait qu'ils puissent pouvoir en parler sereinement parce que ça les concerne. C'est un roman d'apprentissage. Ils sont en plein devenir, ils vont passer à l'âge adulte. Ces personnages sont là pour être un reflet de leurs angoisses, de leur crise existentielle, de cette période de transition qui est tellement difficile à tous les niveaux. Et ils peuvent pas le faire. Et ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc, voilà, on voulait aussi se mettre, prendre ce risque de se mettre en avant parce que forcément s'exposer, c'est pas facile dans le milieu ambiant, mais il fallait qu'on le fasse, quoi. Donc on l'a fait. Et puis représenter les voix féminines aussi, alors sans être fermé à ce que disaient les garçons. On a des échanges très sympas avec les garçons et il y a une partie du fandom garçon, anglais ou français, qui produit des choses très intéressantes. C'est vrai que forcément ils vont pas pouvoir les mêmes choses que nous. Mais voilà, au contraire, plus on sera de gens différents à échanger, mieux ce sera. Mais les voix féminines étaient tellement. Il y en a pas. Il y en a très peu. T'as Vesper qui parle de choses geeks, mais de façon globale. Donc forcément, elle s'intéresse à Star Wars, elle dit des choses très intéressantes. Mais t'en as pas tellement d'autres en français. Et on trouvait ça dommage parce que déjà, Relo est pas représentée. Mais au-delà de Relo, c'est la perspective féminine en règle générale. Et comment on vit le fait d'être une fan de Star Wars. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. De notre génération. Parce que nous, c'est la première génération, c'est la trilogie d'origine. Hein, et puis, les adolescentes ou les petites filles qui se reconnaissent dans Rey, qui ont des paillettes dans les yeux quand elles voient Rey, quand elles peuvent se déguiser. Les petites filles, elles font comme toi, hein. Je Vador, hein. Je t'arrête tout de suite. Hein. J'ai une fille de 5 ans, c'est Vador, c'est mon chouchou. Mon petit neveu de 7 ans, lui, c'est Vador et Kylo Ren. Parce que... moi, il me voit avec les t-shirts de Kylo Ren, voilà, donc il sait que Kylo Ren, c'est un super personnage, et il n'a pas vu les films parce que c'est pas pour un gamin de 7 ans, c'est un peu tôt. Parce que contrairement à certains fanboys, mais je dis certains parce que voilà, tout le monde n'est pas pareil. Encore une fois, c'est pas des attaques. Les filles, elles n'ont aucun problème à se projeter dans des héros. Enfin... Ouais, mais on est obligé de le faire. Voilà. Et donc, ça nous a jamais on arrive à se projeter. On aime bien quand il y a des filles et qu'il y a des relations humaines, parce que les relations humaines, désolé, hein, il y a des filles et des garçons. Et donc, du coup, on aime bien quand c'est aussi représenté dans des films où il y a... Dans beaucoup de franchises ou de fandom, il y a une seule nana, je suis censée m'identifier à elle. Alors, par certains côtés, oui, si elle est bien écrite, mais par bien des côtés, je m'identifie au garçon. Et c'est vrai que dans la postlogie aujourd'hui, j'aime beaucoup le personnage de Rey, on en parlait tout à l'heure. L'aspect féminin de son parcours me parle parce que moi aussi je suis sur un parcours d'héroïne, tu es sur un parcours d'héroïne, nous sommes des femmes, donc voilà. Mais celui avec qui je m'identifie vraiment, c'est Kylo. Le personnage qui me touche, qui me parle, c'est Kylo Ren. C'est vraiment un personnage qui parle à tout le monde, c'est aussi pour ça qu'on voulait parler de lui. Et vu les retours qu'on a au bout de 24 heures, ça manquait. Hein.
Ça manquait. Donc ça nous touche beaucoup aussi à ce niveau-là. Donc du coup, la démarche au départ, c'était de parler de Relo, d'offrir cette plateforme, cette voix différente, et puis de nous faire plaisir parce qu'on n'a jamais épuisé le sujet. Relo, personne n'en parle, alors il faut que quelqu'un s'y colle. Faut que quelqu'un s'y colle, voilà. Et puis nous, ça nous fait plaisir parce que faut qu'on raccroche à chaque fois, sinon on est là pendant des heures. Vous avez vu, on n'aura pas épuisé le sujet tout de suite, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, on a la sensation maintenant avec les premiers retours qu'on a au bout de 6 semaines de présence sur YouTube que finalement ça soulage le Saint-Ol. On est le Saint-Ol de Star Wars. C'est vrai que c'est bien, c'est important de le voir. Enfin, encore une fois, moi ça me déprime à chaque fois que je vois maintenant sur YouTube et on propose les mettre toujours les mêmes vidéos. Les vidéos si j'avais pas eu ma soupape Tumblr où je voyais et puis les quelques posts sur Twitter aussi, il y a des gens qui sont très bien. Mais si j'avais pas eu l'anglais, c'est ça encore. T'aurais fait quoi? Non. C'est d'une tristesse. Si t'avais pas eu accès au podcast en anglais, au méta en anglais, etc. Moi, quand j'ai commencé à chercher dans mon moteur de recherche en français. Ne trouvant rien, je me suis dit bon allez, on va passer à l'anglais. C'est là que j'ai trouvé la mine d'or, la caverne de la rose d'or, voilà. Mais sinon, c'était mort, quoi. J'étais toute seule dans mon coin avec mon petit entourage qui a lu Jenner, qui a lu La Belle et la Bête, qui a lu la même chose. 2019 pour que tu lances ton podcast. Non, pas forcément que je lance le podcast, non, mais que le film sorte. Que le film sorte et que l'épisode 9 tout ce qu'on dit soit enfin justifie a posteriori tout ce qui s'est passé. Et celles qui sont là depuis fin 2015, mais je leur tire mon chapeau. Parce que, même celles qui ont abandonné parce que c'était trop dur de résister à la pression, de se prendre des menaces de mort, des menaces de viol, des attaques sur toi en tant que personne, sur ta moralité, c'est pas parce que tu vois que le méchant va avoir une rédemption et que ça va se faire en partie parce qu'il éprouve des sentiments pour la gentille et que ça illustre son humanité, justement. C'est pas parce que tu vois ça dans un film, parce que c'est ce que les créateurs te donnent, que tu encourages les relations toxiques, que tu es pour le viol et que tu es pour la violence conjugale. Mais faut arrêter. On est en train de parler de personnages qui n'existent pas. Oui, quand bien même. Je veux dire, c'est indécent. C'est indécent d'accuser, de projeter ça sur des gens qui ont juste vu ce qui se passe dans le film. Demain, il y a une gamine qui vous dit j'adore La Belle et la Bête. Ça veut dire c'est le syndrome de Stockholm. En fait, il sera une femme battue. En fait, le souci, c'est dès qu'une fille elle aime bien quelque chose, c'est naze. Moi, c'est sûr qu'il m'énerve. D'abord, on dit qu'on n'a pas à en parler parce que ça ne nous regarde pas. Et puis aussi, si on dit ah ouais, c'est super bien, j'adore la postlogie, ah ouais, elle est trop pourrie la postlogie, vraiment. Ça associe. Incroyable. On vous ridiculise toujours les filles. Enfin, on ridiculise toujours les filles sur ce qu'elles aiment. Jane Austen, c'est merdique. Bah non, je suis désolée. C'est pas merdique. Au-delà d'avoir une part romantique, c'est avant tout, c'est une plume satirique, Jane Austen. C'est un instantané de la société au début du 19e siècle en Angleterre. Il y a certains aspects de cette société qu'on connaîtrait beaucoup moins bien s'il n'y avait pas les romans de Jane Austen. Il y a encore des choses qu'on n'avait pas réussi à reconstituer. Moi, je me souviens, j'avais visité Bath en faisant le tour Jane Austen, parce que c'est une ville qui est citée dans 2 de ses romans. Il y a encore des choses qu'elle mentionne dans ses romans. On ne sait pas exactement où ça se passait. Northanger Abbey, l'héroïne rencontre son futur chéri dans un bal donné publiquement par le gouverneur ou je ne sais plus quoi. On ne sait pas où il a eu lieu. Les archéologues ne savent pas. Donc, à un moment donné, faut arrêter de se foutre de notre gueule en disant ouais, si c'est du loisir pour les filles, de la littérature pour filles, c'est de la merde. Non. Même. C'est la moitié de l'humanité. Non, mais c'est même pas la question. Quand ils ont des loisirs ou des choses comme ça, on dit pas que c'est de la merde. Déjà, de base, ça va pas dire que le foot c'est de la merde. Je veux dire, c'est pas pour nous, puis c'est tout. Ouais, c'est pas mon truc. Ou que Marvel, qui relègue quand même les personnages féminins à de la figuration. Black Widow, elle va avoir son spin-off l'année prochaine. Il a fallu attendre l'année prochaine qu'elle crève. Il a fallu qu'elle crève dans Endgame pour qu'on lui file enfin son spin-off. Faut arrêter, quoi. C'est pas normal. Mais on n'est pas là tout le temps en train de râler. On va voir les films Marvel au cinéma en mangeant notre popcorn. On les apprécie, on les trouve bien foutus. Moi, je les aime bien. Je les trouve bien foutus. Je trouve que les filles sont pas très bien écrites non plus là-dedans. Voilà, c'est ça après ça va être ça le problème, tu vois. Donc je vois pas où est le problème. C'est en train de tourner en coup de gueule, c'était pas le but du jeu, mais du coup ça montre bien que finalement
la chaîne qu'on a fait en grande partie pour nous et puis aussi parce qu'on trouvait que ça manquait, on est monté au créneau. C'est vrai qu'il y a des moments de coup de gueule parce que il peut y avoir effectivement du ras-le-bol et on le retrouve aussi dans certains des commentaires. Oui, après, nous, chez vous, ça bouillonne nous aussi pas mal. c'est essentiellement des moments de joie. Hein. On est super heureuse à chaque fois qu'on les enregistre. On est super heureuse de voir que ça touche des gens et ça justifie complètement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pressentait qu'il y avait un besoin parce que nous, on éprouvait ce besoin. On ne trouvait pas le contenu en français qui nous plaisait, pas nécessairement en tout cas. Et avec vos retours, on se rend compte que ça justifie. Donc du coup, la démarche pour la vie de la chaîne, nous, on a quand même beaucoup de choses qui sont programmées. Beaucoup de choses à vous dire. On sait qu'après la sortie de l'épisode 9, depuis 2015, que du coup ce contenu n'a pas été fait en français. 4 ans de désinformation et de non-information. C'est un peu certaines personnes, c'est flash éclair. C'est vrai que ceux qui ont la chance de s'être intéressés à ça depuis longtemps et qui regardent en anglais, des fois on leur répète des choses qu'on a déjà vues. C'est des choses qui sont considérées comme acquises. C'est vrai que pour plein de gens, c'est complètement de la découverte. Ou en tout cas, c'est dû ah bah ouais, j'ai toujours pensé ça, mais j'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et donc un peu notre chaîne, elle a un peu le cul entre deux chaises, c'est que d'un côté on réagit à l'actualité et de l'autre côté on essaie de faire des trucs synthétiques pour poser les bases. Des choses qui sont déjà bien installées dans le fandom anglo-saxon. Et c'est ça en fait, notre série Comprendre la postlogie, c'est un peu un digest de tout ce que nous on a absorbé en 1 ou 2 ans. Avant la création de cette chaîne. Donc c'est un peu des fois un numéro d'équilibriste, mais bon, on s'amuse tellement en le faisant en même temps que c'est vrai qu'on s'éclate. Hein. Mais j'espère que on s'éclate vraiment à faire nos conneries, quoi. C'est un peu. Et heureusement, parce que c'est vrai que c'est du boulot, le montage. C'est du boulot. On est sur les plâtres. C'est que de la joie. Alors, on dirait qu'on débute, des fois on est un peu maladroite, on n'est pas toujours au point. Là, par exemple, cette vidéo, pour moi, c'est la première. Alors, c'est vrai que c'est absolument terrorisant. Mais tu t'en sors très bien, écoute, de ce que je vois. En plus, on n'est pas en train de donner du contenu, on est juste en train de créer du lien, en fait. Oui, voilà. Donc c'était un peu. On se présente de façon avec 6 semaines de recul. Les masques. Voilà, c'est ça. On fait comme Kylo dans l'épisode 9. On tombe le masque. On tombe le masque et ouais, c'est aussi pour vous remercier de nous avoir encouragés et ça vous faire partager aussi la joie de se rencontrer pour la première fois en vrai. Champagne. Donc, moi mon vrai rêve aussi après, parce que ça c'est déjà le rêve, ce qu'on fait en ce moment. Non mais c'est vrai, faire ce podcast, moi j'en ai vraiment rêvé depuis le début, de pouvoir partager ça avec les francophones. Et quand on dit en plus, c'est pour ça qu'on insiste sur francophone, parce qu'il n'y a pas que les Français. Oui, la francophonie, il y a les Belges, il y a les Luxembourg, il y a les Suisses, il y a les Canadiens, il y a les Africains. Une partie de l'Afrique. Ouais, et il y a des francophones qui sont expats partout dans le monde aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et qui parlent pas forcément l'anglais ou qui sont Et on sait que vous aussi vous êtes des rélos. Mais oui, on sait que vous vous cachez un peu partout les rélos. Il y en a plein qui de tous les âges qui ont vu ce qui se passait et qui l'ont reçu comme ça et qui ne peuvent pas forcément en parler dans leur entourage ou plus triste sur Internet. Ça c'est très triste parce que Internet c'est quand même pour ça à la base, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on voulait rajouter d'autre? Ah si, je sais ce que je voulais dire sur le rêve que je voulais dire. Alors ce serait génial parce que du coup j'ai reparlé de la convention de Chicago et comment on avait pu créer. C'est vrai que c'est dangereux d'en parler sur Internet, tout casse-gueule, mais c'est vrai que ce serait génial si on pouvait faire un rélo, une rélo partie. Ouais, une rélo partie après l'épisode 9. Faudrait qu'on s'organise ça. Faudrait faire un super taf à Paris parce que c'est vrai que c'est le truc qui arrangera tout le monde. Pas un jour où il y a les gilets jaunes parce que sinon on va se faire tous coffrer. Mais je suis là juste pour une vélo partie, qu'on se fasse plaisir, qu'on se donne rendez-vous. Et oui, parce que encore une fois c'est l'idée de la communauté, parce que c'est vrai que c'est un fandom parce que qui a des moments compliqués. Dès qu'il y a une fuite, il y a des pertes de motivation, il y a beaucoup d'affolement. Pourquoi vous avez peur comme ça tout le temps? C'est peut-être les gens. Moi, j'ai l'impression de le voir chez les rélos de longue date.
Non, les vélos de longue date, elles sont Non. blindées. Hein. Non, non. Non, c'est entre le 7 et le 8, elles ont dû essuyer tellement de plâtre, en fait. Ou les vélos de fraîche date, alors, à ce moment-là, Mais pourquoi moi, je panique pas, alors? Toi aussi, tu devrais flipper. Non, parce que moi j'ai déjà vu passer plein de leaks et plein de machins. Je suis arrivée vraiment dans le même temps que le dernier Jay. Il y en avait plein qui l'avaient pas vu en fait quand j'ai commencé, j'ai commencé mon truc. Et il y avait encore plein de controverses. Et c'est vrai que des gens, le chemin parcouru, il y a tout ce qui nous sort maintenant en termes de marketing et tout ce qu'il y a pu y avoir en univers. Je ne me rends pas compte du tout. Moi, je viens de débarquer en fait. Ça fait un an. J'ose même pas imaginer pour les gens de la première vague. Elles n'avaient pas grand chose à bouffer et elles ont tenu bon pour beaucoup d'entre elles. Je sais pas, c'est. Là, chez Disney, là, c'est buffet ouvert tous les jours. La bande-annonce. Ah ouais. Elle sera peut-être sortie le temps qu'on monte cette vidéo, mais je ne crois pas. Non. Non, parce qu'on va faire assez vite là. On espérait vraiment commenter la vidéo. Ouais, on est frustrés. On espérait vraiment pouvoir la commenter en se retrouvant en live, donc qu'elle soit diffusée pour le match là, pour le foot. On aurait pu ramener les boules et là les langues de belle-mère. Parce que là, c'est la fête. Nous on a vraiment, je vous dis, on attend que ça de faire la fête. Hein. Je sais que vous êtes tous, il y en a plein qui sont inquiets, on voit des messages d'inquiétude. Oui, on y est sensible. Mais après, vous savez, ce sera fini, tout ce petit suspense là. Oui, c'est un charme. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est cette tension. Vous êtes un peu comme Kylo et Rey, vont-ils pas, voilà, et vous le revivrez jamais. Jamais plus après, ce sera de la même manière que vous saviez que Vador c'était le père de Luke. Et entre après, on passe ça. Ils ont le 19 décembre 2019, il va falloir accepter de vivre dans un monde où Kylo et Rey s'embrassent. Relo et se transforme en poster. le dire quoi. Relo, c'était pas un. Et vous pouvez raconter à vos enfants. Moi, j'ai vécu le temps où on me disait qu'ils étaient frères et sœurs. Et c'était trop con. Et les gens s'est trippé sur internet maintenant mordicus que non, ils sont frères et sœurs ou cousins, qu'elle va le tuer à la fin. Enfin bon, des trucs complètement aberrants. Et c'est. Kylo Ren était un méchant. Oui, alors ça aussi, il aimerait, mais non. Non. Ça lui réussit pas, et puis c'est pas comme ça que ça va se finir. Ouais, mais c'est bien que ça lui réussisse pas, parce que c'est ça qui a fait que c'était un personnage réussi en fait. Oui, bien sûr, de même que Rogue, Snape, n'a jamais été un continue à apprendre. ouais, parce que franchement, c'est. Ouais, j'ai hâte et en même temps pas hâte d'être à l'après-épisode 9. J'ai hâte de voir ce film, en même temps, cette période d'entre-deux, elle est tellement riche. Donc là, vous allez peut-être avoir le mal de mer. En fait, on a posé l'ordinateur sur le griffoir du chat pour être à hauteur. Et il est réveillé, et donc il comprend pas trop. En fait, et puis tout à l'heure, il tourne. On filme depuis le Japon, là. Oui, et on a mis nos objets personnels dans son hamac, donc il est vraiment pas content. Donc désolé pour le mal de mer. On mettra peut-être un message, prévoir le Botilium pour le mal des transports avant cette vidéo. Oui. Quels sont nos projets pour la post-épisode 9 déjà, faire une fête Relo sur Paris. On va essayer d'organiser ça serait vraiment, vraiment top. Forcément, on aura tout le tableau, donc on va pouvoir étendre l'analyse sur les références littéraires, etc. Sur tout ce qui nous reste à évoquer aussi sur le commentaire entre... Désolée, hein. Pousse-toi, s'il te plaît. Mais c'est mon griffoir. Bah oui, c'est ton griffoir, mais c'est notre vidéo. Voilà. Et c'est moi qui paye les croquettes. Tu vas pas faire ce passage-là. Non, au contraire, le laisser. Ça fait amateur. Oui, mais bon, c'est vrai qu'ils sont pas sur ma chaîne de tricot où le chat systématiquement vient faire du photobombe s'incruster sur les vidéos. Et donc il y a tout le service après-vente de l'épisode 9. Oui, tu l'as attrapé. Bravo. Voilà, le gros. Alors pour ceux qui connaissent mes vidéos de tricot, voilà, Patapon, le chat du générique qui est trop long, je sais, mais il est tellement beau, j'ai pas envie de couper. Il joue à la citrouille. Voilà. Combien de porgs sont morts pour la réalisation de ce chat? Je sais pas. C'est vrai que je n'aime pas trop. On va pas l'embêter, on va le reposer. Et voilà, donc le gros machin qui se promène depuis tout à l'heure autour de son arbre. Les projets, ouais, c'est rester au taquet de l'actualité. C'est vrai que cette vidéo sera moins longue à monter, mais monter une vidéo, on va choper des extraits vidéo, des gifs, des machins, c'est bon.
Et puis bon, sur le marketing, mais on va vous faire des tirs groupés, hein. On ne pourra pas faire une vidéo à chaque fois qu'il y a une fuite ou un truc marketing parce que c'est pas possible, quoi. Donc suivez-nous sur Tumblr si vous voulez qu'on rebloque des trucs. C'est vrai que c'est là qu'on est les plus réactifs sur Tumblr. Toi sur Twitter, t'es sur Twitter toi? Ouais, sur Twitter, mais je fais pas forcément énormément de commentaires, même sur Tumblr, on passe tellement de temps sur la chaîne maintenant que... Oui, c'est vrai, c'est En fait, c'est notre bébé, hein. moi, j'ai plus le temps de publier du contenu sur Tumblr. Hein. Je me suis grillée sur Tumblr. Mais je tricote moi, bordel. Je suis moi dans mon tricot. Non, C'est vrai on sacrifie tout à on donne Lucas tout, on donne tout à cette chaîne, voilà. Ouais, mais on nous le rend bien. On nous le rend bien, on nous le rend centuple. Enfin, je veux dire, déjà, on se fait plaisir à le faire. Je veux dire, c'est pas une contrainte, on le fait avec grand plaisir, même si c'est chronophage. Et puis, on a des retours tellement positifs, ça nous fait tellement bien de voir que vous, ça vous apporte quelque chose. Donc, ouais, c'est que du bonheur. On va peut-être vous laisser là-dessus. Ouais, sur cette note positive. Enfin, à chaque fois, on essaie toujours de terminer sur une note positive. Oui, c'est pas forcément positif. Hein, il faut, c'est important pour nous, c'est important pour vous. Nous, voilà, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'on a beaucoup de plaisir à voir que cette chaîne, elle rencontre son public. On a beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait parce que c'est des choses qui nous passionnent, à l'évidence. On a beaucoup de plaisir à échanger, que ce soit dans un micro, face caméra ou quand on est sur les messengers, etc. Enfin voilà, c'est que du bonheur. Et on espère que ça va continuer longtemps parce qu'on a encore tellement de choses à partager avec vous. Nous, on va continuer après. Oui. Star Wars va continuer. Hein. Ils n'ont pas tué Star Wars, ils n'ont pas trahi Star Wars, tout va bien. Je suis finalement assez sereine de savoir Star Wars dans les mains de Disney. Je trouve que ce qu'ils font avec Star Wars, et même dans l'univers étendu, les livres, les dictionnaires visuels, les romans, on est vraiment trop de bonnes mains et c'est que du bonheur pour l'instant. Cette année qui vient de s'écouler, moi, ça a été que du bonheur. Et avec la chaîne, alors là, c'est une apothéose. Voilà. Donc, c'est ça qu'on voulait vous dire aussi. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt.